David Boudoil-Lefebvre. Ça me fait plaisir, au nom du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec, de vous souhaiter la bienvenue à notre soirée conférence de ce soir. Simplement vous rappeler que l'activité de ce soir est enregistrée parce qu'elle va être rediffusée, disponible par la suite sur YouTube et probablement d'autres plateformes aussi. Donc, c'est simplement vous mentionner que vos interventions, vos questions, vos interactions avec le conférencier ou dans le cadre de cet événement va être enregistré et rendu disponible. Donc, on tient à vous le dire. On veut encourager la participation, on veut encourager les gens à être nombreux à poser des questions, mais on voulait vous mentionner que ça va être enregistré. Monsieur Côté aussi prend les présences au fur et à mesure. Désolé si la tâche était peut-être un petit peu plus facile avant que l'événement commence, étant donné qu'il pouvait demander personnellement à chaque personne d'être là. Simplement vous rappeler que si vous êtes là connecté par un iPad ou un téléphone qui ne mentionne pas votre nom, peut-être rajouter dans le message du groupe en bas votre nom complet pour faciliter les présences, la tenue des présences. Il y a beaucoup de gens qui sont là ce soir et surtout en lien avec les questions que vous allez poser. On veut être certain d'être capable de bien vous identifier. Donc, la rencontre de ce soir est une rencontre offerte de gracieuseté. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans l'actualité, qu'on parle de ce qui se passe avec les États-Unis, de la situation au Québec, des consultations que le gouvernement a fait aussi dans plusieurs domaines, les inquiétudes aussi dans le domaine forestier, mais les opportunités, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut développer au Québec, particulièrement dans le sud du Québec. Donc, c'est important pour votre syndicat d'offrir cette soirée-là la possibilité de poser des questions. La conférence, évidemment, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser dans le milieu, mais ce soir, on va vraiment se concentrer sur la conférence de M. François Guillemette qui va vous être présentée. Donc, on vous demanderait de garder les questions là, en lien avec les sujets qui vont être discutés, des sujets qui vont être présentés. Comment ça va fonctionner? Dans quelques instants, je vais donner la parole à votre président pour un mot d'ouverture et par la suite, on va y aller avec la conférence. Donc, M. Guillemette va faire sa présentation et ça va être possible pour vous, évidemment, de poser des questions si vous avez des interrogations de deux manières. Soit en l'écrivant dans le message de groupe en bas à droite de votre écran. Monsieur Côté et moi-même, on va regarder les questions. S'il y a des choses qui se recoupent, on va les mettre ensemble pour être capable de les poser à notre conférencier de ce soir. C'est possible pour vous aussi de lever la main, ne pas lever la main physiquement, mais lever la main en bas de votre écran pour être capable de dire que vous voulez poser une question. Et à ce moment-là, on va y aller un peu à tour de rôle au fur et à mesure pour que vous soyez capable de poser vos questions. Idéalement, on va garder les questions pour après la conférence, mais s'il y a des choses qui interviennent pendant, qui vous interpellent particulièrement, ou s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la présentation, si vous ne voyez pas l'image ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer un message aussi dans le mot de groupe en bas à droite. On va faire tout en notre possible pour éviter les problèmes et les pépins techniques, mais au nombre que vous êtes, ce n'est pas impossible que ça arrive. On va tenter d'y répondre le mieux possible à la mesure de nos compétences. Donc, je remercie beaucoup le syndicat de m'avoir invité, de m'inviter ce soir à animer cette soirée conférence, à être avec vous. J'ai déjà travaillé avec le syndicat dans le cadre de certaines assemblées annuelles, certaines discussions que vous avez eues. Donc, je serai peut-être un visage familier pour certains ou certaines d'entre vous. Et sans plus tarder, parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre, il me fait plaisir de céder la parole à M. André Roy, votre président, pour qu'il puisse à son tour souhaiter la bienvenue. Monsieur Roy, la parole est à vous. Oui, ben, bonsoir tout le monde. On est une petite cinquantaine à vouloir entendre la conférence qui va nous être présentée tout à l'heure. Merci à tout le monde d'être là. Je sais qu'on avait plus d'inscriptions que ça, mais je suppose que nos amis acériculteurs sont occupés, sont plus occupés ce soir, je dirais, à faire fructifier les cadeaux que la nature leur offre aujourd'hui. Donc, tant mieux pour eux. Pour les autres, ben, je vous souhaite une excellente soirée et je sais que le sujet qui va être traité ce soir est une façon d'ajouter de la valeur à nos boisés. Ça va être intéressant pour les vieux sylviculteurs comme moi, comme pour les plus néophytes. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. François souhaitant une excellente conférence. Merci.
Excellent, merci beaucoup, Monsieur Roy. Donc, Monsieur Guillemette va s'adresser à vous dans quelques instants. Je vais simplement faire un résumé un peu de qui est Monsieur Guillemette et donc pour que vous soyez bien à l'aise de recevoir la conférence, recevoir la présentation et aussi préparer vos questions. Donc, Monsieur Guillemette est ingénieur forestier diplômé de l'Université Laval, donc baccalauréat 2001 et sa maîtrise en 2002. À cette époque, il est aussi conseiller en gestion intégrée des ressources à la Fédération des pourvoyeurs en chasse et pêche du Québec. De 2002 à 2005, il travaille au Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy à Québec. Ses travaux de recherche portent alors principalement sur la sylviculture et le rendement des forêts de feuillus ou de pins blancs. Depuis 2005, il est chercheur en sylviculture des feuillus à la direction de la recherche forestière. Cette direction est rattachée, on sait, les ministères ont souvent changé de nom ces dernières années, donc au ministère maintenant connu sous le nom du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Ces travaux traitent surtout de la dynamique des peuplements de feuillus après coupe partielle. Donc, comme a mentionné votre président, c'est quelque chose qui est intéressant pour le groupe ici ce soir. M. Guillemette s'intéresse avant tout aux jeunes peuplements de feuillus, aux différents systèmes de classement des arbres feuillus sur pied, qualité, vigueur, risque de mortalité, et à la modélisation de la croissance, donc le fameux modèle SAMAR. Il étudie également la notion de diamètre à maturité des arbres feuillus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement de voir comment cette valeur-là peut être ajoutée, les choses qui sont intéressantes pour vous. Et donc, ça me fait plaisir de donner la parole à M. Guillemette pour sa présentation. M. Guillemette a une présentation, un PowerPoint avec plusieurs diapositives, donc qui vont guider cette présentation-là. Et c'est des éléments aussi que vous pouvez utiliser comme référence dans vos interrogations et dans vos questions. Donc, M. Guillemette, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous donner la parole. Ah ben, merci beaucoup, bien gentil. Bonsoir tout le monde. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien ma présentation en ce moment? Oui, parfait. Bon, ben, on va partir tout de suite. Dans le fond, je vais commencer par un petit plan. Là. Je vais me présenter un petit peu. J'ai eu un bon bout de présentation. Je vais aller un petit peu plus en détail. Puis, on va faire un survol. On m'a demandé de faire un survol des changements globaux. Fait qu'on parle souvent des changements climatiques, mais il y a d'autres choses qui changent aussi. Fait que dans ce temps-là, quand on y va plus globalement, on appelle des changements globaux. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé. Puis dans ce contexte-là, ben, pourquoi éclaircir la forêt? L'éclaircie au sens large, là, on parle aussi un petit peu de coupe de jardinage. C'est une forme d'éclaircie, si on veut, dans un contexte particulier. Puis après ça, on va regarder un petit peu le quand et le comment. J'ai passé vite sur la première présentation, mais première diapositive, mais dans la présentation, ça a été bien dit. Je travaille beaucoup en sylviculture des peuplements feuillus, un peu mix à dominance feuillue. Mais j'ai demandé la collaboration de certains de mes collègues, là, comme Stéphane Tremblay, qui est chercheur en sylviculture des forêts résineuses, puis Lucas Gabriel Serban, qui est spécialisé dans les plantations. Fait qu'ils m'ont donné des petits coups de pouce pour certaines diapositives, puis aborder les sujets des éclaircies au sens plus large, puis en pensant à l'application en forêt privée dans le sud du Québec. Fait qu'un petit peu dans le qui suis-je, ben là, ça a déjà été pas mal introduit. C'est juste vous situer. Moi, je suis originaire de la rive sud de Québec, là, dans le Binière. Puis quand j'étais au début de la fin de l'enfance, début de l'adolescence, mon père avait acheté une terre à bois. Puis j'ai fait mon adolescence à bûcher de la pitoune puis du bois de chauffage. Là. C'était ça les fins de semaine puis les congés. Fait que c'est pas mal de là que je viens. Puis c'est ça qui m'a amené plus tard à aller étudier en foresterie puis à devenir ingénieur forestier. Puis tout le temps été un gars curieux, puis j'ai la chance d'avoir une job où je peux exploiter ma curiosité pour mieux comprendre comment fonctionne la forêt, puis le partager avec des gens. Fait que ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour faire ça. Puis j'ai travaillé sur des aspects, là, autant du semis jusqu'à la planche, là, autant la régénération qu'on a regardé les produits avec différents types de traitements sylvicoles, puis des contributions dans le guide sylvicole du Québec, qui est un guide qui oriente la sylviculture là, beaucoup en forêt publique. Puis ensuite, les programmes qui découlent de la forêt publique là, ils sont là-dedans. Puis ils gèrent des réseaux de parcelles expérimentales, d'expérimentation à grandeur de la province. Puis c'est ça, la direction de la recherche forestière pour qui je travaille. Ça existe depuis 1967. Je suis dans un service de sylviculture. On est quand même 16 chercheurs dans les forêts feuillues mixtes, des forêts résineuses, des plantations, la modélisation de la croissance. On a un autre service qui s'occupe plus de la génétique, l'amélioration des plants, puis toute l'écologie forestière. Fait que, on est vraiment une bonne équipe. On interagit beaucoup entre nous pour essayer d'avancer les connaissances et d'amener ça plus loin.
Aujourd'hui, ben, ça, on m'a approché pour aborder la question des changements de lobaux dans le milieu forestier, puis de faire un lien avec l'aménagement forestier, la sylviculture, dans le cas particulier, dans le contexte particulier des éclaircies. Puis ça tombe bien parce que je suis en train de compléter une série d'articles avec trois de mes collègues, là, Louis Duchesne, Steve Bédard, Roch Ouimet, avec qui on fait vraiment la tournée de la revue littérature, puis de toute notre expérience. Roch, c'est quelqu'un qui vient de prendre sa retraite. Vous l'avez peut-être déjà vu des fois dans d'autres conférences. Là, il en a fait beaucoup dans le sud du Québec. Mon collègue Steve, il a beaucoup d'expérience aussi. Il est un peu plus âgé que moi, lui aussi. Puis là, ça fait des années qu'on travaille en sylviculture, puis en forêt, qu'on fait de la recherche, puis qu'on on a tous nos expériences en plus des fois dans notre boisé privé personnel ou dans celui de nos familles. Puis on essaie d'intégrer tout ça ensemble pour faire quelque chose de cohérent à vous expliquer. Fait que quand on parle de changement de lobo, ben, il y a beaucoup de facteurs, puis je vous montre un peu la structure de ce qu'on a fait. Puis vous allez voir, je n'irai pas dans tous ces détails-là ce soir, mais je vous montre la grosse structure globale. Il y a des changements que je qualifierais de socio-économiques. Hein. Toutes les valeurs sociales dans la société, comment ils ont changé avec le temps. La demande pour les produits et services forestiers, l'offre de produits qu'on a, puis tout le travail forestier qui est autour de ça. Tout ça a changé beaucoup dans les dernières années. J'ai vu rentrer les gens tranquillement pas vite tantôt, là, puis euh, je, je commençais à me sentir jeune au fur et à mesure que les gens rentraient. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui en ont vu des changements dans le milieu forestier, puis qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Vous avez vu neiger, comme on dit. Puis, fait que vous avez vu tout ça, ces changements-là s'opérer. Il y a beaucoup des changements environnementaux. Un des plus populaires, si on veut, dont on va entendre plus parler, c'est les changements climatiques. Hein. C'est lié au carbone. C'est le numéro, l'isotope de carbone, carbone 12. Là. Puis, avec l'accumulation de CO2 puis de CH4, de CO2 qui est le dioxyde de carbone, le CH4 qui est le méthane dans l'atmosphère. On a un réchauffement climatique. Puis tout ça, ben, ça influence les valeurs sociales puis les changements climatiques, ça a des impacts sur les populations fauniques. Vous l'avez sûrement remarqué depuis 30, 40, 50 ans, les hausses de population de cervidés dans le sud du Québec, hein, puis l'arrivée du dindon, par exemple, c'est des exemples, mais c'est des changements qui se passent. Dans les changements environnementaux, on a aussi toute la pollution atmosphérique. Vous avez pas mal tous connu les pluies acides. Hein, il pleut à mourir, on a vu ça. Puis, bon, ben, c'est quelque chose qui s'est quand même atténué avec les années. On va en parler un petit peu tantôt. Mais pas beaucoup aujourd'hui parce que je vais plus dans. Ça n'a pas trop d'impact sur les aspects d'éclaircie, c'est vrai, excusez-moi. Puis, il y a un autre aspect de changement environnementaux que j'ai qualifié d'invasion biologique. C'est tous les nouveaux ravageurs, les nouveaux insectes, les maladies qui arrivent. Hein. Le plus commun qu'on peut penser rapidement présentement, c'est la grille du frêne, c'est un exemple. Hein, ça n'existait pas, ça en Amérique du Nord, là, un peu plus que 20 ans. Puis aujourd'hui, on voit comment ça décime nos populations de frênes. Il y a des plantes envahissantes aussi qui sont exotiques. Fait que tout ça interagit avec l'aménagement forestier et la sylviculture. Puis si on regarde dans le contexte des éclaircies, pourquoi éclaircir? Pourquoi faire des coupes partielles au sens large? Ben là, c'est ceux-là que je retiens. C'est plus question de ravageurs, question de changement climatique, question de valeur sociale. C'est pour ça que j'ai comme effacé les autres paramètres de ma diapositive là, pour. C'est de ces aspects-là que je vais vous parler ce soir. Si on commence les changements climatiques, ben, j'imagine, j'espère que je vous apprends rien, mais peut-être qu'il y en a pour qui ça va être nouveau. On n'entend pas tout le temps parler non plus. Le climat s'est déjà réchauffé. Hein. On a déjà gagné 1,5 degrés Celsius depuis le début des années 1900. Fait que c'est de la réalité contemporaine. C'est pas juste du futur. Là. Puis il y a une augmentation des précipitations avec ça. On s'attend à d'autres gains d'environ 2 à 4 degrés Celsius, puis il y a peut-être un 10 de précipitation de plus d'ici la fin du siècle en cours. Fait qu'il y a plus de pluie, puis moins de neige aussi, là, la forme des précipitations. Puis on s'attend aussi qu'il y ait plus d'énergie dans les systèmes climatiques. Ça veut dire que pour les climatologues, eux autres qui disent ben, s'il y a plus d'énergie dans un système, c'est pas compliqué, il va y avoir plus d'extrêmes, puis peut-être plus de perturbations. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Mais fait que ça soulève beaucoup de craintes pour les perturbations forestières. Puis il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus ces années-ci, un peu partout dans le monde, à différents niveaux. Mais ce que je veux vous amener aujourd'hui, c'est de regarder pour le sud du Québec. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de ces événements-là. Des fois, on entend parler à gauche et à droite dans les médias, puis ça vient étourdissant. Donc, il y a beaucoup d'impacts et de craintes, d'appréhension qui sont soulevées. Mais des fois, c'est des facteurs qui ont lieu dans un endroit précis de la planète. Pas parce que ça se passe dans les prairies canadiennes que ça veut dire que ça va se passer chez nous.
Puis, fait que c'est ça qu'on a pris le temps de regarder pour ce territoire-là. Fait que dans les craintes qu'on entend souvent, c'est qu'il y ait plus de sécheresse, plus de feu, de verglas, de la neige mouillante avec ça, là, collante, là, des vents violents, plus d'épidémies d'insectes et de maladies, et plus d'épisodes d'extrêmes climatiques, là, des épisodes de gel, dégel, là, un peu comme on avait eu dans les années 80-81, là, un gros dégel en hiver, là, trop de chaleur, puis des dérèglements climatiques comme ça. Bon. Mais est-ce qu'on les a vraiment? C'est sûr, on va faire le tour. Est-ce qu'il y a vraiment plus de sécheresses qui sont attendues dans le sud du Québec? Ça, c'est un exemple d'un article qu'on voit là, plus que c'est dans le rouge rose, là, plus que ça va être, euh, ça va être des gros indices de sécheresse. Puis si on est autour du jaune-vert, ben, on n'a pas trop de changements. Puis regardez, j'ai mis un zoom là, sur la carte. Là, c'est une grosse analyse mondiale qui avait été publiée, mais il y en a d'autres qui ont été publiées. Ça donne tout le temps un peu le même genre d'affaires. Le sud du Québec, là, on n'est pas dans des gros changements là, de sécheresse. Là. Puis ici, au Québec, on a Ouranos qui fait des portraits puis qui publie ça. Vous pouvez aller sur leur site web puis voir votre territoire pour leur donner. Puis c'est ça, par exemple, la carte qui ça montre, c'est le nombre de séquences d'au moins 6 jours sans précipitation. Hein? Puis la partie gauche, c'est la moyenne 1991-2020. Puis l'autre à droite, c'est la moyenne 2071-2100 qui s'est prédit. Puis vous regardez les couleurs sur la carte, vous ne voyez pas vraiment de grosses différences. Si on voyait que ça devenait beaucoup plus pâle, ça devenait tout jaune, tout ça, on dirait, hey, ça va être beaucoup plus sec dans l'avenir. Il va y avoir plus souvent des épisodes secs dans l'avenir qu'aujourd'hui, mais les modèles ne prédisent pas ça. Fait qu'on peut-être pas trop s'inquiéter de ça. Puis les risques de feux de forêt, on s'entend que le sud du Québec, là, c'est des régions qui ont beaucoup de feuillus. Puis les feuillus, ce pas des essences qui brûlent facilement. Puis dans les systèmes canadiens d'information sur les feux de végétation, là, de Ressources naturelles Canada, ils ne considèrent même pas les types de forêts feuillues là, comme étant des forêts à risque. Là. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que c'est rare que le feu passe dans ces forêts-là. Des fois, des petits feux de surface, là, il y en a eu l'automne dernier. En Nouvelle-Angleterre, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les médias, même dans la ville de New York, il y avait des parcs là, en automne. Là, c'était très sec, mais c'était des feux de litière qui brûlaient. Là, les feuilles étaient tombées, puis c'était très sec. Puis les gens échappaient le feu à gauche et à droite, puis ça a fait des feux de surface. Mais normalement, là, on ne s'inquiète pas pour avoir des feux de forêt dans ces territoires-là. Pour les risques de verglas, là, on tombe dans des modèles un petit peu plus complexes, là, parce que, puis qui sont des fois un peu moins précis, mais pour le moment, c'est encore une fois, je vous montre des portraits d'Ouranos, qu'est-ce qu'ils ont produit pour le sud du Québec. À gauche, c'est le nombre annuel d'épisodes avec au moins 10 mm de pluie verglaçante qu'on a observé dans la période 1981-2010. Puis, plus c'est foncé, plus il y a eu de journées avec du verglas. Hein? Puis on voit la prévision pour la fin du siècle en cours. Ben, dans les Laurentides, ça se maintient un peu là, au nord de Montréal. Là. Mais à part ça, là, le reste, c'est plutôt à la baisse, c'est plus pâle. Fait qu'on n'a pas à s'inquiéter qu'il y ait nécessairement plus de verglas dans le sud du Québec. Ensuite, les risques de vent violent. Ben là, ça, c'est moins bien documenté pour ces forêts-là. Les chablis, là, puis les gros coups de vent, c'est quand même des perturbations qui sont assez peu fréquentes dans le sud. Ça existe, on en voit, mais ça couvre vraiment des grandes superficies. Puis ça, c'est des chiffres qu'on avait compilés là, pour la forêt totale du Québec, là, dans la proportion des peuplements forestiers sur les cartes qu'on met un code de chablis partiel. Dans les forêts de feuillus tolérants, on voit que c'est 0,2 %. C'est quand même assez marginal comme événement. Là. Mais ça touche surtout des résineux. C'est eux autres qui vont prendre dans le vent. On le sait, là, les sapins, là, ils ont le pied carrié puis ils cassent facilement. Puis les gros feuillus. Euh, Après ça, est-ce qu'il y a vraiment plus de risques de ravageurs forestiers dans le sud du Québec? Là, je vous ai fait ça, c'est pour des ravageurs. Les premiers, là, c'est des ravageurs qu'on connaît déjà, qui sont indigènes, hein, qui sont ici, là, la tordeuse des bourgeons d'épinette, la livrée des forêts. Puis, c'est quoi les tendances qu'on anticipe? Fait que là, ben, la tordeuse des bourgeons d'épinette, étant donné que ça va être plus chaud, moins favorable aux sapins, on s'attend à ce qu'elle migre quand même vers le nord, la tordeuse. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y en ait peut-être moins, mais on s'attend que ce n'est pas quelque chose de très important pour le sud du Québec. La livrée des forêts, on s'attend à ce que la tendance soit égale. Certains, vous allez me dire, ah, ces temps-ci, on en a beaucoup. Oui, c'est ça, mais ça, c'est cyclique. Hein? Il y a eu des cycles qu'on a eu beaucoup avant, puis il va y en avoir encore des cycles qu'on aura beaucoup dans le futur. C'est juste qu'on ne s'attend pas à ce que. On n'a pas d'indicateur que ça change puis qu'il y en ait beaucoup plus. Les quatre autres du bas, j'ai mis un petit astérix avec une petite étoile là, à côté du nom. C'est plus des défoliateurs qui sont d'origine exotique. La spongieuse, qui est d'origine européenne, ben là, on considère qu'elle est comme naturalisée au Québec. C'est une autre chenille là, qui fait des papillons, qui fait de la défoliation.
Elle, on s'attend à ce qu'elle soit à la hausse. Aux États-Unis, elle cause beaucoup plus de dommages qu'au Québec. Fait que là, si le climat migre, peut-être qu'elle va se mettre à causer plus de dommages au Québec dans l'avenir, à moins qu'il y ait tout le temps, tous ces insectes-là, là, en dynamique avec des parasites, hein, des parasitoïdes, des fois qui sont spécialisés là-dessus. Fait que là, à un moment donné, ils se développent, il se met à en avoir beaucoup. Hop, le parasite se met à en avoir beaucoup, il se met à les tuer, les populations baissent. C'est un peu comme ça que ça se passe. Fait que là, pour l'instant, la spongeuse au Québec, on sait qu'il y a des parasites dans l'environnement qui l'aident, qui la limitent, qui l'empêchent d'atteindre des grosses populations. Est-ce que ça va changer dans l'avenir? On n'est pas tout à fait certain, mais on anticipe que ça va augmenter. Puis là, après ça, on va un petit peu plus loin, là, comme le Dendroctone méridional du pin, c'est un perceur du tronc des pins qui vient du sud des États-Unis, qui a commencé à migrer vers le nord. Il est rendu dans la région de New York un peu. Puis que là, il est sensible à des températures en bas de moins 16 degrés Celsius. Fait que si on se mettait à plus avoir beaucoup d'hiver avec des moins 16, on pourrait peut-être être plus fragile à ça dans le sud du Québec. Mais l'invasion, c'est peut-être dans 10, 50 ans. Bon, je ne sais pas, hein, mais c'est quelques décennies. Ce n'est pas demain matin. Si vous avez une belle plantation de pain rouge, là, vous avez des maudites bonnes chances de la maturité et de la récolter bien avant que le dendroctone vienne vous causer des problèmes. Puis, ensuite, si on va dans le fulgure acheté, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des fois, il y a eu comme la semaine verte, je pense qu'il y avait eu un reportage pour les vignobles. Hein, ça, les autres, ils craignent beaucoup cet insecte-là. Ça fait un genre de gros papillon. Là, on le voit au stade qui est d'une nymphe. C'est un insecte qui a plusieurs stades dans la saison, là, puis ça suce la sève. Puis ça, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est en Pennsylvanie, puis l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ils en ont relevé sur des camions qui arrivaient des États-Unis, là, écrasés sur le haut du camion. Là, ils n'ont pas encore capté des vivants au Québec, là, mais ça se nourrit sur beaucoup d'espèces. Ça a un comportement bien bizarre. On ne maîtrise pas encore comme il faut. Ça va dans les champs, ça revient dans le bois. Pour l'instant, ça semble se tenir beaucoup dans les milieux agroforestiers, urbains, forestiers. Ça ne semble pas rentrer dans des forêts profondes. Fait que si votre boisé est quand même assez loin des champs et des villes, peut-être que ça ira pas bien, bien. On ne sait pas trop l'impact que ça va avoir, là. On sait que ça peut se nourrir sur bien des espèces, là, mais on ne sait pas bien si ça va causer bien des dommages. Mais on peut s'attendre de voir ça d'ici une dizaine d'années, là, ce ne serait pas surprenant qu'on aille dans le sud du Québec. Puis, j'ai mentionné le puceron lanigeal de la pruche, là, c'est un insecte qui sort de la sève qui est rendu en Ontario. Il y en a dans l'État de New York. C'est beaucoup sur la pruche. Fait que lui aussi, il est sensible au froid. Pour l'instant, c'est l'eau froid qui le repousse, mais peut-être que dans les prochaines années, avec le réchauffement climatique, ben, cet insecte-là va venir, puis ça cause la mortalité chez la pruche. Puis c'est pas mal quelques-uns que je vais faire le tour avec vous là, pour le sud du Québec qui peuvent être proches, là, puis arriver, là. Fait qu'est-ce qu'il va en avoir vraiment plus? Ben, vous voyez, la tordeuse, on dit un peu moins, la livrée semblable, la spongeuse un peu plus. Puis après ça, les autres, ben, c'est des nouveaux là, qui s'en viennent, là, indépendamment du changement climatique ou pas, qui peuvent arriver. Ceux-là sont plus sensibles au changement climatique, peut-être ces trois-là. Mais il y en a d'autres qui sont pas sensibles à ça. Je vous donne un incontrôlable en forêt comme la grille du frêne, là. C'est certain que lui, changement climatique ou pas, ça n'a pas d'impact, là. Lui, il est capable de vivre sur nos climats, puis tant qu'il y a de la nourriture, c'est-à-dire des freins, ben, il va se développer. Et pour nous, c'est surtout des des maladies nouvelles, puis des insectes nouveaux qui sont à craindre, puis les essences secondaires. Surtout des maladies dans ce cas-là, comme le hêtre. Hein, il y a une maladie qui se propage aux États-Unis assez rapidement. D'ici couple d'années, là, vous allez peut-être voir des feuilles de hêtre flétrir bizarrement, tout traité avec des petites bandes de couleur jaune et verte foncée, là. Euh, c'est dur à identifier parce que des fois, moi, j'en ai vu beaucoup dans des endroits qu'on pensait que c'était peut-être ça, mais c'était juste des gels tardifs ou d'autres petites maladies, là. Mais éventuellement, là, on va voir apparaître ça là, comme maladie sur la hêtre. Puis il y a le chêne rouge qui a des maladies qui sont. Une qui est rendue en Ontario, le flétrissement, là, qui est à surveiller. Et c'est plus ça qui est peut-être à surveiller, mais je ne vais pas parler d'insectes qui menacent tant que ça, comme les érables, par exemple, les bouleaux. C'est pas là-dedans qu'on craint. Là, on a ben, il y a une première détection qui a été faite en 2023, mais une détection officielle en 2024 en Beauce, dans le coin de Saint-Martin. Le longicorne brun de l'épinette, ça aussi, c'est exotique. C'était rentré en Nouvelle-Écosse, là, plus qu'une vingtaine d'années.
Il y en a eu un petit peu, il y a un secteur au Nouveau-Brunswick qui l'ont trouvé, puis jusqu'à date, ils réussissent à le contrôler. Quand ils trouvent des armes infestées, ils les détruisent, puis l'infection elle reste assez limitée. Là, c'était près d'une usine de sciage qui ont trouvé ça en Beauce. Euh, Ils n'ont pas encore trouvé vraiment le noyau d'infection. Ils ont abattu des arbres qui étaient susceptibles. Puis là, ben ça, je vais vous venir avec ça parce que ça touche les épinettes, mais surtout les épinettes stressées, mourantes, vraiment matures. Fait que, tu sais, si on pense à pourquoi on fait de l'éclaircie, ben, pour garder nos épinettes en santé puis en forme, vigoureuses, entre autres, ça va aider à prévenir ça. C'est certain que je ne vous dis pas que l'année prochaine, vous allez en avoir de ce ravageur-là dans votre région. Il y a des efforts qui sont faits pour essayer de limiter ça à la région où ça a été capté, puis essayer de l'éradiquer. La Direction de protection des forêts, mon ministère, avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ils travaillent là-dessus, puis ils veulent travailler fort pour essayer de circonscrire et de limiter cette épidémie-là. Mais ça fait partie de la réalité des facteurs là, qui peuvent survenir. Un autre point aussi qu'il faut regarder, c'est toutes les plantes exotiques envahissantes. Là, c'est vraiment des plantes là, qui envahissent le sous-bois, qui prennent toute la place, qui bloquent toute la lumière, qui empêchent les petites plantes naturelles de se reproduire, la régénération. Là, souvent, ici, c'est vraiment des cas où il faut contrôler ces plantes-là avant de trop ouvrir le couvert. Oui, avant que la nature l'ouvre à notre place, c'est ça aussi. Pour intervenir là-dessus, on peut gagner du temps en attendant, mais à un moment donné, quand il va arriver un gros coup de vent ou une grosse épidémie, puis ça va s'ouvrir en haut, ben, c'est les autres qui vont prendre la place. Fait qu'il faut commencer à penser à travailler en sous-bois pour installer la régénération sous ce couvert-là. Puis il y a d'autres animaux ravageurs à surveiller, là, évidemment, des vers de terre asiatiques. Là. Il y en a qui ont été trouvés à Saint-Jérôme, là, ça va faire 3 ans cet été. Les autres, ils mangent beaucoup la litière, puis ils perturbent beaucoup le sous-bois. Ça va être à surveiller. Il y a quelques endroits qu'il y en a aux États-Unis. C'est pour ça aussi que de plus en plus, on dit aux gens, ben, demandez ce que les machines soient lavées avant de sortir d'un secteur. Ils sortent d'un secteur d'opération, puis ils s'en vont sur le fardier pour être déplacés. On lave les machines pour que s'il y a des œufs de vers de terre, s'il y a des graines de fragmites, des fragments de fragmites qui sont sur les roues sur la machine, ben, ils restent là. On ne part pas avec pour aller les porter dans un autre secteur puis aller contaminer un autre secteur. Fait que ça va être des habitudes, des éléments culturels à développer là, dans le secteur forestier. Bon, ensuite, je reviens sur l'impact forestiers des changements climatiques anticipés. Vraiment plus d'épisodes météo extrêmes dans le sud du Québec. Fait que là, ben, ça se prête des conditions qui pourraient causer un dépérissement des arbres. Hein. Le dépérissement qu'on a eu au début des années 80, ce qu'on a compris, c'est que, bon, on a eu des épisodes climatiques extrêmes de gel, dégel dans l'hiver puis le printemps qui ont stressé les érables en particulier. Mais bon, ces arbres-là étaient déjà stressés dû au fait que ça faisait des années qu'il y avait des pluies acides qui tombaient puis qu'on perdait du calcium dans les sols, hein, des cations basiques comme du calcium. Fait que les sols s'appauvrissaient. Puis là, ben, évidemment, les insectes, ils se sont mis de la partie puis leur ont donné une petite plaque. Là. Fait que là, ça va pas bien dans ce temps-là. Fait que là, ce genre de combinaison d'épisodes-là, ben ça, c'est difficile à prédire, à modéliser parce qu'il y a plusieurs facteurs d'influence pour lesquels on ne connaît pas tout encore comment les changements climatiques peuvent affecter ce phénomène-là. Hein. Bon, je vous ai parlé là, début des années 80. Là. Fait qu'on n'a pas encore observé de tendance claire pour les extrêmes chauds-froids à l'échelle de l'Est des États-Unis. Ça, c'est la référence qu'il y a là. C'est un gros rapport là, du GIEC, là, le groupe international d'experts sur le climat. Là. Pour l'Est de l'Amérique du Nord, là, fait que c'est un grand territoire, on s'entend, là, vous voyez, là, on voit la Floride puis la Gaspésie dans la même image. Là. Mais bon, c'est assez macro, mais pour tous ces territoires-là, là, pour l'Est des États-Unis, le Sud-Est du Canada, mais il y a eu une hausse des précipitations extrêmes. Puis ça, on entend parler même de producteurs dans vos régions, là, j'entends souvent parler là, de se retrouver avec des extrêmes de pluie l'été, puis on le voit aussi dans les villes un peu partout. Euh, Puis ça, il y a une hausse qui est documentée. Puis si la Terre se réchauffe de 4 degrés Celsius, ben, les modèles prédisent davantage d'épisodes de chaleur, moins de froid, puis plus de précipitations extrêmes. C'est cohérent avec ce qu'on observe. Là. On a déjà le climat qui a commencé à se réchauffer, puis on commence à observer un petit peu plus de ces extrêmes. Fait que si on fait la synthèse, c'est la même diapositive que je vous ai montré au début là, de cette section-là, l'impact forestier des changements climatiques anticipés par rapport aux craintes qu'on a. Si on se focus sur le sud du Québec, on ne regarde pas toute la planète, là. On parle du sud du Québec. Plus de sécheresse, c'est plutôt stable. Peut-être un petit peu plus, mais pas de grands changements.
Est-ce qu'il va y avoir plus de feu? Non, il n'y a pas de raison de penser ça. C'est quand même des forêts dominées par les feuillus. Est-ce qu'il y a plus de verglas? Plutôt moins. Fait qu'on s'en va plutôt dans le sens contraire. C'est ce que les modèles nous prédisent. Est-ce qu'il y aura plus de violents? Peut-être. Ça, c'est mal connu. Toute la modélisation des vents et des vents violents, c'est quelque chose là, qui se fait des travaux présentement pour essayer de mieux documenter ça. C'est pas quelque chose qui est bien modélisé encore pour le moment. Les épidémies d'insectes, maladies, ben là, c'est variable, hein. Ça dépend quel insecte, quelle maladie qu'on regarde, puis sur quelle espèce qu'on regarde ça. Mais dans l'ensemble, on peut dire plutôt oui, hein. Il y a une petite tendance là, mais c'est pas extrême, mais il y en a un peu plus. Puis plus d'épisodes extrêmes, des plus intenses, la chaleur, du froid, oui. Les précipitations, des chaleurs, oui. Mais les impacts sont complexes, c'est difficile à prédire. Ça va être quoi les impacts forestiers? Fait que là, on va repartir de ces points-là, puis on va regarder comment. J'en ai déjà glissé des mots là, en première partie, là, mais comment l'aménagement, puis les éclaircies, les coupes partielles, tout ça peut nous aider à faire face à ces perturbations. Ouais. Alors, fait que ça, on vient à ma grande structure de présentation. Là. Je vous ai présenté beaucoup l'aspect changement climatique. Puis là, on va aller dans. Puis les invasions biologiques, là, on va aller plus dans l'aspect rouge, la case rouge des valeurs sociales. Fait que là, l'impact des changements, les impacts forestiers des changements de valeur sociale, ben, si on fait un petit ça bien sommairement, là, on fait ça bien rapide, là. Historiquement, là, le bois, on est parti d'un simple désir d'exploiter des terres forestières pour en extraire des ressources, créer des emplois, hein. On a coupé du bois parce que moi, mon grand-père, il montait à Clova, puis il aimait ça, là, mais c'était pour gagner sa vie aussi, là. C'était pour mettre du pain sur la table et être capable de nourrir sa famille, hein. Fait que, on partait de là, tout simplement. Puis de plus en plus, ben, avec les années, les décennies, ben, une volonté grandissante de diversifier les usages, la forêt, de participer dans les orientations d'aménagement. Tu sais, on veut profiter de la forêt pas juste pour les emplois à court terme que ça crée, puis la richesse du bois, mais pour tous les autres aspects. Donc, les impacts de tout ça, ben, il y a vraiment eu une diminution, une fragmentation de la superficie forestière sous aménagement. Puis ça, je le mets globalement, là, c'est autant en forêt publique que privée. Là, on sait qu'il y a des propriétaires forestiers qui préfèrent, qui choisissent de ne pas aménager en forêt, mais aussi le gouvernement, comme au niveau de la forêt publique, je veux dire, il a créé beaucoup d'aires protégées depuis, on va dire, une cinquantaine d'années. À peu près, ouais. Il y en avait à peu près pas, puis on en a à peu près 17 aujourd'hui. C'est le territoire qui est protégé. Fait que ça l'a changé. Il y a toute une complexification de l'aménagement forestier, hein. Puis, bon, fait que là, on va aller voir en quoi les éclaircies et les coupes partielles ils s'intègrent là-dedans. La complexification, ben, c'est le paquet de normes, hein, on va dire, on va mettre ça simple de même, là, qui sont arrivés, le paquet d'objectifs qu'on a aussi. Fait qu'en résumé, pourquoi éclaircir ma forêt? Ben, moi, là, ce que je vous propose, c'est de le regarder de cet angle-là, pour garder les arbres vigoureux, hein, qui vont avoir un bon pied, une bonne cime, là, qui vont avoir du feuillage en masse, qui vont pousser vite, qui auront une meilleure capacité à affronter certains des changements courts. Ça ne les protégera pas contre tous les changements possibles, mais ça peut les aider contre certains des changements courts. Puis répartir le potentiel de production sur un nombre limité d'arbres. Fait qu'avoir plus de volume dans un arbre et non pas un grand volume sur un gros paquet d'arbres, mais avoir moins d'arbres pour le même volume, tant que possible, puis avoir des arbres qui ont plus de volume à ce moment-là. Puis ça peut aider à effectuer une meilleure répartition des ressources à ce moment-là, déconcentrer ces essences qu'on veut, les arbres qui sont de meilleure qualité. Puis récolter une partie de la mortalité anticipée. Quand on vient, qu'on fait une coupe partielle, une éclaircie, ben, on peut choisir dans la mesure du possible, là, ça dépend toujours du contexte, là, mais de récolter une partie des arbres qu'on s'attend qu'ils meurent autrement. Puis, l'idée, c'est que les arbres doivent grossir pour rester vigoureux. Puis, devenir gros, ça exige de l'espace. Ici, je vous montre, j'ai converti une courbe d'un modèle américain, là, c'est un classique, là. Derrière ça, s'il y a d'autres ingénieurs forestiers, techniciens forestiers là-dedans, là, c'est un diagramme de gestion de densité qui est derrière ça, là. C'est juste les données de ça que j'ai extrait, que j'ai converti pour vous le présenter, là. On voit sur l'axe vertical, c'est le nombre d'arbres. Moi, je travaille beaucoup en nombre d'arbres à l'hectare, hein. Un hectare, là, c'est 2,4 acres, hein. Fait que, en tout cas, ça vous donne une idée de densité, là, quand même. Puis là, ben, le nombre d'arbres à l'hectare en fonction du diamètre moyen des arbres. Ça, c'est pour des forêts là, qui viennent, mettons, d'une coupe à blanc, là. Hein, ça a toute la même âge, ces arbres-là. Puis à ce moment-là,
mettons qu'ils ont 15 cm de diamètre, ben, il peut rentrer à peu près 1400 là-dedans. Plus que ça, là, il n'y a plus de place. Ils sont trop serrés. Il n'y a pas le choix. Il y a des arbres qui vont mourir pour faire de la place aux autres parce qu'ils veulent pousser et ils veulent atteindre un plus gros diamètre. Fait qu'il faut voir qu'il y en a qui débarquent. C'est ça que ça montre. La ligne rouge, là, la A, là, c'est le maximum de densité. Ça prend de la mortalité pour permettre aux autres de survivre et de croître. Fait que là, tu as plein d'arbres qui sont tous stressés, qui sont tous serrés, pactés un sur l'autre, qui n'ont pas de place pour le cime. Puis ils sont sensibles. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose, il y en a plusieurs qui meurent, ça éclaircit. Puis là, les survivants, ils prennent la place puis ils continuent. Fait que nos arbres vigoureux, on va les garder dans la zone entre la ligne rouge et la ligne noire, idéalement. Et essentiellement, quand on veut faire des éclaircies, ben, c'est pour se tenir là-dedans. C'est de dire, ben, je vais essayer de garder je vais récupérer ma mortalité, puis quand je descends, ma ligne pointillée bleue qui descend, là, parce que là, je viens de faire une coupe d'éclaircie. La première, je peux la faire assez forte. Comme vous voyez, il y a beaucoup de marge entre les deux lignes. Fait que je peux faire, quand c'est jeune, les petits diamètres, on peut faire des taux de prélèvement plus élevés. Puis là, après ça, on va laisser nos arbres croître. Hein? Fait qu'ils vont se déplacer sur l'axe horizontal, avoir plus de diamètre moyen. Puis, mais là, le nombre ne changera pas bien, bien. On va être à peu près au même nombre d'arbres. Puis à un moment donné, on va revenir faire une autre éclaircie. Puis on s'en va là comme ça. Puis, bien évidemment, notre taux de prélèvement va baisser d'une fois à l'autre, mais on va prélever des arbres de plus en plus gros qui ont plus de bois, de bio de meilleure qualité normalement. Fait que ça compense. C'est ça, en gros, le concept. Pour garder des arbres vigoureux, il faut aller jouer là-dedans, dans ces éclaircies-là. C'est ça que je fais j'ai des projets de recherche là-dessus. Là. Moi, c'est plus pour dans le feuillu, là, mais qu'on expérimente des éclaircies commerciales, des éclaircies commerciales à ces densités-là. Là, puis on essaie de suivre ces scénarios-là pour voir comment ça fonctionne dans la pratique, là, puis les rendements que ça donne. Si on vise ou si on travaille avec un mélange des âges, hein, ce qu'on appelle de l'inéquilibre, je ne sais pas si c'est un nouveau nom pour bien des gens, là, vous l'avez souvent entendu par des forestiers. Inéquilibre, ça veut dire que c'est des arbres qui ont tous le même âge. Inéquilibre, ça veut dire qu'ils n'ont pas tous le même âge. Hein. Fait que, tu sais, le cas classique, c'est un érablière, là, naturel. L'érablière qui n'a pas été trop aménagé naturellement, là. Je veux dire, normalement, plus ton arbre est gros, plus il est vieux. Puis, fait que là, tu as des plus petits arbres mettons, qui ont peut-être 3-4 pouces de diamètre, 10-12 cm. Là. Puis là, ben, les autres, ils ont peut-être 50-60 ans. Puis, tu as des arbres qui en ont 150-180 à peut-être 16, 18-20 pouces, là, à 40 à 50 cm de diamètre. Ben, on peut appliquer quand même les mêmes principes que je vous ai présentés là, c'est la diapositive d'avant. C'est juste que là, c'est plus complexe parce qu'on a toutes sortes de diamètres en même temps et de grosseur. Mais on va viser à régénérer tout le temps une partie de la forêt. Puis on va s'organiser pour essayer de ne pas faire de coupe totale. Fait qu'on va faire nos coupes partielles, ce qu'on appelle des coupes de jardinage, là. Faire des petites trouées, des petites ouvertures, là, comme sur la photo qu'il y a là. Je ne sais pas si vous l'imaginez bien. Là. C'est une caméra qui regarde vers le ciel là, avec une caméra en œil de poisson là, qui fait un rond. Là. Fait que là, il y avait une trouée là, on a enlevé probablement 2 arbres à peu près, là, puis une petite ouverture pour donner de la place, amener de la lumière pour la régénération. On veut des arbres vigoureux pour résister aux vents violents. Bien là, ça prend des arbres qui ont un assez large système racinaire. Il faut qu'il y ait eu de la place pour pousser. Des troncs pas trop élancés, hein, dans le cas des conifères, là, des grands sapins longs, mous, grands fouettes, là, et ça ne tient pas bien, vous le savez, ça probablement. Là. Puis pas de très gros arbres. Nous autres, ce qu'on voit en tout cas, excusez, moi, avec l'application que j'ai faite avec des données en forêt publique, quand on est dans des secteurs plus vers l'ouest de la province, des places des fois qu'il y a des sols minces, qu'il y a des bonnes pentes, puis quand on tombe avec des gros arbres, des feuillus là, en haut de 50 cm de diamètre, là, hein, ça c'est 20 pouces, je me souviens bien. En haut de 20 pouces, là, eux autres la probabilité là, de tomber au vent, elle augmente assez rapidement. Fait que ça, c'est. Puis, être résilient on veut des arbres vigoureux pour qu'ils soient résilients aux défoliations. Fait que résilient, ça veut dire que, ouais, il arrive une épidémie, par exemple, de livrée, ils se font défolier 1 an, 2 ans. Après ça, normalement, l'épidémie, elle arrête. Puis là, à ce moment-là, eux autres, ils survivent à ça. Ils ont ralenti leur croissance, mais ils se refont du feuillage, puis ils repartent après. C'est ça, être résilient. C'est que tu subis une perturbation, tu te remets après ça. Puis, essayer d'être résilient aux défoliations pour aux épisodes météo extrêmes. Bon, quand éclaircir? Là, ben, essentiellement, là, pour la présentation, ça m'a donné l'occasion de retourner réviser un mémoire de recherche que mon collègue Guy Préjean, qui a pris sa retraite
déjà, en tout cas, c'était avant la pandémie, il me semble, là, quelques années avant. Qui a travaillé longtemps dans l'implantation, vous l'avez peut-être déjà entendu dans des conférences, il y en a donné beaucoup là, en forêt privée. Il a lancé un de ses mémoires qu'il avait fait en 1998, puis je trouvais que c'était encore tout d'actualité, fait que je me suis permis de le citer. Des éléments qu'on trouve dans le guide piscicole. Tu sais, quand éclaircir, l'éclaircie, là, ça ne s'effectue pas à un âge donné, mais à un degré de compétition donné. C'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, on dit, hop, là, ici, la compétition est trop forte, c'est le temps d'éclaircir. Puis toute perte de croissance qui résulte d'un retard d'éclaircie, si on attend trop longtemps, là, on ne peut pas le rattraper. Fait que, tu sais, des fois, là, on se dit, ah, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, puis à un moment donné, je vais le faire, ben, tu ne pourras pas rattraper tout le bout que tu as perdu. Là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller la faire, ton éclaircie, mais tu ne pourras pas. Si tu avais un gain de croissance, tu serais allé chercher, ben, il est trop tard, tu l'as perdu. Parce que les arbres, à un moment donné, ils deviennent moins vigoureux, de moins en moins vigoureux. Puis là, ils deviennent plus élancés, puis plus à risque de chablis, de se faire renverser hein, par un coup de vent ou une neige mouillante, là, pesante, puis avec le vent qui embarque là-dedans. Surtout des conifères. Là. Fait que, c'est ça. Fait que des indicateurs pour le camp éclaircir. Bon, si on va dans les conifères, surtout en plantation, l'indicateur principal, on regarde la surface extérieure. Là, la surface extérieure, je ne sais pas si tu es tout familier avec ça, les forestiers, on aime bien ça, c'est bien pratique là, comme indicateur. Là. Ça, c'est imaginer qu'on passe la chainsaw là, à 1,30 m là, à 4 pieds. Là. Puis on coupe tous les arbres à 4 pieds, puis après ça, on prend toutes les troncs, puis on les colle tous ensemble bien serrés, puis on ne laisse pas d'espace. Fait que là, ça donne, on mesure la surface de ça. Fait que toute la surface de ces arbres, de ces troncs-là sur 1 hectare. Fait que ça nous donne des mètres carrés par hectare. Des mètres carrés de surface de tronc, là, des ronds des arbres sur 1 hectare. Puis avec là, c'est une indication. Pour nous autres, 25 à 35 mètres carrés à l'hectare d'implantation, là, c'est un bon moment d'éclaircir. 25, c'est plus pour les espèces qui sont plus intolérantes à l'ombre, là, comme mettons du molaise, du pin gris. Puis 35, ben, c'est plus pour celles qui tolèrent plus l'ombre, le sapin, par exemple, ou l'épinette rouge. Hein. L'épinette blanche, c'est un peu entre les deux, là, mais dans ce coin-là aussi. Là. Fait que c'est plus autour de ça. Fait que ça, c'est une mesure que votre technicien forestier, ingénieur forestier, normalement, là, vous allez probablement l'entendre parler de ça. C'est assez courant. Fait que, ça donne quand même une fenêtre de 5 à 10 ans pour réaliser l'éclaircie, mais c'est rarement bien plus que ça. Ça va assez vite. Là. À un moment donné, quand ils se mettent à pousser ces peuplements-là, surtout d'implantation des bons sites, là, ils arrivent à 25, puis c'est pas long qu'en 5-10 ans, ils ont passé le 35. Ça peut aller assez vite. Fait que là, des trucs, des fois, ben, qu'on préconise de plus en plus au ministère, c'est d'encourager les gens à planter plus espacés, des fois. Comme au lieu de mettre 2000 tiges à l'hectare, c'est-à-dire aux 2,5 mètres, ça fait, je ne voulais pas compter avant, 3, 6, 7, peut-être 8 pieds, ça, à peu près. Au lieu d'être comme aux 8 pieds, ben là, d'être un petit peu plus espacé. Ah, ben, c'était écrit, là, excusez, j'aurais dû lire ma diapositive. Fait qu'au 8 pieds pour retarder l'éclaircie. Fait que des fois, pour que ça vienne serrer moins vite, pour retarder le moment de faire l'éclaircie, pour que quand on arrive à faire l'éclaircie, les arbres soient plus gros, puis que là, ça soit plus intéressant de ramasser le bois, on a des plus beaux bio. C'est aussi pour limiter les risques de chablis. Ici, je vous montre là, une plantation qui a comme été abandonnée, là, est près d'un de mes dispositifs là, dans la région de Québec. Puis ça, c'est une plantation là, que ça avait juste, regarde, je ne sais pas toute l'historique de cette plantation-là, mais c'était un secteur expérimental. Il s'est essayé toutes sortes d'affaires. Puis, entre autres, il y avait tout un mélange de conifères là-dedans. Il y a des pinettes noires, là, mais il y a du pin gris, puis il y a des malaises au travers. Mais là, il avait planté ça serré, là, à peu près aux 4 pieds. On ne peut pas imaginer. Là, comme... Puis il n'y a plus personne qui s'est occupé de ça. Ça a été abandonné. C'était un bel exemple. On voit qu'est-ce que ça donne. Là. C'est à ce moment-là, quand j'ai pris la photo, ça n'avait pas encore 50 ans. Puis les arbres, il y avait à peu près 3 à 4 pouces de diamètre, pas plus. C'est tout petit. Puis regardez, là, c'est du chablis. Là, le trou qui est devant là, c'est tous des arbres qui ont couché. 3-4 ans avant, c'était tout planté serré, serré, serré. Là, mais là, le vent a commencé à prendre dedans. Là, puis ça se met à tomber. Il ne faut pas attendre d'avoir des arbres trop élancés. Puis des indicateurs par rapport à ça, il y en a différents. Là, je vais vous les présenter. Mais tu sais, c'est le rapport de la hauteur sur le diamètre des arbres dominants. Il faudrait qu'il soit plus petit que 80. Ça veut dire que 800 cm de haut et 10 cm de diamètre, c'est la limite. Sinon, les arbres commencent à être trop élancés. C'est une façon de mesurer. Le rapport de 80, là, vous pourriez le mesurer en pouces. Hein? Ça serait, ça ne serait pas 800 pouces, là, mais mettons, on pourrait faire la même logique. Là, même nombre en pouces sur la hauteur, sur le diamètre. Autant qu'on mesure tout en pouces, mettons, là, ça fonctionnerait.
Le rapport espacement-hauteur, plus grand que 15 à 20 %. Fait que là, l'espacement entre les arbres par rapport à la hauteur, faut pas baisser en bas de 15 à 20. Il faut se tenir en haut de 15 à 20 autant que possible, se maintenir là-dedans. Fait que là, si j'ai 200 cm d'espacement, 2 mètres, hein, puis 10 mètres de haut, ben là, je suis à la ligne. Là. Il est temps que j'intervienne, puis je donne de l'espace à mes arbres, sinon ils vont devenir trop élancés. Puis un autre indicateur qu'on se sert beaucoup, c'est le pourcentage de haut-pied. Le haut-pied, là, c'est le paquet de branches vivantes. Là. Fait que des fois, on dit la cime. Là. La cime, normalement, c'est la partie qu'on voit vue des airs, vue du ciel. C'est vraiment le top de l'arbre. Mais le haut-pied, c'est toute la partie verte. Puis, fait que là, ben, la longueur de haut-pied par rapport à la longueur totale. On essaie d'être resté au moins un tiers. Si on est à 100 ben là, on n'a pas besoin d'intervenir. Même une demi, d'habitude, ça va assez bien. L'idée, c'est qu'il faut intervenir tandis que les arbres, ils ont encore une bonne capacité de croître en hauteur. Parce que quand ils peuvent pousser en hauteur, là, dans le fond, au printemps, la première affaire que les arbres font, là, on appelle ça l'élongation des pousses. Hein, ils se rallongent. Puis là, ils sortent des nouvelles feuilles, des nouvelles aiguilles. Puis, fait que là, ils gagnent la longueur, mais c'est en même temps, ils gagnent la longueur en hauteur, mais ils en gagnent sur le bout des branches aussi. Puis un arbre qui ne pousse plus en hauteur, vous remarquerez, là, il ne pousse plus sur le bout des branches non plus. Et à un moment donné, il top partout. Fait que là, si tu attends que tes arbres ils soient plus capables de monter en hauteur parce qu'ils sont à la hauteur maximale, ben, tu as beau les dégager, ils ne vont pas grossir, faire une grosse boule. Ça va être long, ça va être long, tu sais, ça va être bien, bien tranquillement. Fait que là, ben, la courbe que je vous montre dans le bas, c'est la courbe d'accroissement annuel en hauteur. Puis on voit qu'elle diminue en fonction du diamètre de l'arbre. Ça, c'est pour des feuillus. Fait que, c'est pour ça l'idée, c'est de les éclaircir quand ils sont encore pas trop gros, parce qu'ils ont encore une bonne capacité de réaction, puis de pousser, grossir leur pied, de faire une plus grosse boule, puis avec plus de feuilles, puis produire plus de bois. Dans la question de quand éclaircir des indicateurs, souvent en pratique, on va éclaircir le plus tard possible quand même, parce qu'on va avoir des arbres plus gros pour avoir un meilleur revenu. Fait que là, c'est là, il faut trouver juste le bon moment là, pour éclaircir dans la fenêtre où que les arbres, ils n'ont pas passé tout droit, ils ont encore une bonne capacité de réaction, ils ne sont pas trop élancés, on ne risque pas de les voir tomber en chablis, mais d'attendre qu'ils soient le plus gros possible pour aller voir chercher comme dans le cas des conifères, ben, on va essayer de faire du 12 pieds à 6 pouces au fin bout. Fait que ça prend un peu une proportion de notre volume qui va nous donner ça, qui va nous donner un meilleur revenu. Puis on le voit, le revenu brut, là, ça c'est dans une publication que j'avais faite là, sur les diamètres à maturité pour chaque essence en forêt publique, mais on voit le revenu comment il augmente en fonction du diamètre. Fait que, si on récolte des petits arbres à 10 cm, ben, on a moins de revenus que si on en récolte des plus gros. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix, on fait notre éclaircie, ils ne sont pas encore rendus au bout de leur maturité. Quand on est dans le cas plus d'Inéquien, hein, je vous ai dit tantôt avec un mélange d'âge, là, puis là, on pense à. J'ai dit l'exemple des érablières tantôt, mais on l'a aussi des fois dans les peuplements mix avec du merisier, du bouleau jaune, hein, avec les rames rouges, la plaine, puis avec des épinettes, des sapins, on a un peu tous ces mélanges-là aussi là-dedans. C'est beaucoup on connaît surtout ce qu'on appelle nos coupes des coupes de jardinage, puis il y a d'autres coupes partielles, là, on parle des fois de coupes progressives et régulières, là, on tombe dans les technicalités avec ça, là. Euh, L'idée, c'est d'avoir une régénération, c'est d'intervenir quand on a une régénération insuffisante causée par l'ombrage des arbres du couvert principal. On va ouvrir pour donner une chance à notre régénération de se développer parce qu'elle n'a pas assez de lumière. Puis généralement, le cobrec du pouce l'autre qu'on se donne, là, on devrait retrouver à peu près un semis. Hein, une petite plante, là, les semis là, à hauteur de poitrine, là, à 1,30 m du sol, là, ils ont 1 cm ou moins. Hein, les gaules, ben, ils ont 2 cm, 2 à 8 cm à peu près. Puis on devrait en trouver un à peu près aux 4 mètres. Fait que c'est quoi, 15 pieds à peu près. Donc, vous regardez autour de vous autres, là, puis il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un autre là-bas. Ça, c'est des conditions intéressantes, normales en forêt. Si vous ne voyez pas ça, là, vous avez probablement un problème de régénération. Des fois, ça peut être parce qu'il y a trop de chevreuils et que tout est mangé, là, tout est brouté. Mais ça peut être aussi des fois parce qu'il fait trop noir. Là, ben, j'ai essayé, c'est dur à montrer, là. J'ai essayé essayer de le montrer avec 2 photos que j'avais prises dans certains de nos dispositifs, là, comme dans des érablières. Puis ça, c'est des érablières sur la rive nord du Saint-Laurent, là. Fait que c'est sûr que c'est des sites pas aussi riches que vous avez dans le sud du Québec. Fait que, tu sais, là-bas, là, quand c'est à 30 mètres carrés à l'hectare, comme dans le bas de la photo, là, ça n'augmente plus, là. Tu sais, j'ai beau laisser, c'est des peuplements témoins, ça, qu'on fait ça fait au moins, mon Dieu,
pas loin de 60, 70 ans qu'il n'y a pas eu de coupe là-dedans, là. Puis ça ne bouge pas, là. Tu sais, quand il y a un arbre qui peut. Tout ce que les arbres réussissent à grossir comme cerne, ben, c'est parce qu'il y en a un autre ailleurs qui meurt pour laisser de la place. C'est bien plein, là. Puis là, ben, à ce moment-là, en dessous de ça, là, il y a presque pas de régénération, là. Il y a un petit peu de. C'est de la viande qu'on voit, là, mais il n'y a pratiquement rien, un petit peu, mais presque pas parce qu'il fait trop noir. Au-dessus de ça, c'est une place qui a été jardinée 2 fois. Puis que là, oui, dans cette portion-là, elle est vraiment ouverte, là. Il y a environ 18 mètres carrés à l'hectare. C'est pas mal, c'est plus ouvert. Là, il y a beaucoup de régénération, des gaules, des petites tiges, je vous disais, 2, 4, 6, 8 cm. Il y a du feuillage partout, là, tu sais. Fait que là, les Nicoyennes, là, avec les coupes de jardinage, on essaie de jouer là-dedans, là. Tu sais, pas laisser aller ça un bout. Puis à un moment donné, quand on ouvre, des fois, oui, on est un petit peu plus ouvert temporairement, mais après ça, il faut que ça se referme assez vite, puis stimuler la régénération, puis qu'il y en ait entre les deux. Fait que c'est un peu dans. L'idéal, je vous dirais, il est pas mal entre mes 2 photos, là. J'ai fait exprès là, pour me prendre une photo qui est peut-être un petit peu trop ouverte dans ce cas-là, puis l'autre un peu trop fermée, là. Puis on parle de surface extérieure de 24 à 26 mètres carrés à l'hectare quand c'est le temps d'intervenir, là. Euh, Comment éclaircir? Ben, on pense beaucoup à des coupes mécanisées, hein. Puis, généralement, c'est une stratégie de sentier pour extraire les bois. Il faut penser à avoir des. Moi, ce que je recommande, là, de façon générale, là, ces années-ci, là, surtout qu'on a de plus en plus de grosses machineries. Puis, tu sais, on n'est plus à l'époque là, qu'on sortait le bois à broc, des skidoo, puis un petit 4 roues. Puis, moi, j'ai même fait ça qu'un 3 roues. C'est. On a souvent plus en plus de grosses machineries. C'est des sentiers permanents. Les Européens appellent ça du cloisonnement culturel. C'est-à-dire que tu as des trails, ça, c'est ta machine circule là, tu aménages ta forêt de chaque bord de la trail. Il faut assez espacer. Puis là, à ce moment-là, la compaction des sols est concentrée dans ces sentiers-là. On essaie d'en avoir le moins possible, mais au moins être à un endroit précis. Euh, Ça veut aussi dire que la régénération, quand on a une coupe avec régénération, comme des coupes de jardinage, il faut miser sur la régénération en dehors de ces sentiers-là. Puis, bien évidemment, il faut faire attention au milieu humide, on s'entend, il ne faut pas tout défoncer et puis tout briser ça. Puis, si les conditions de terrain sont faciles, parce que ça, dans votre région, vous en avez à plusieurs endroits, là, fait que ça, des fois, des terrains qui sont assez résistants aux charges, qui ne sont pas trop rugueux, hein, des pentes qui suivent bien, là, assez régulières. On a moins ça dans les forêts publiques de la Rive-Nord, là, par exemple. On est sur le granit, là, mais dans le sud du Québec, ça, vous en avez plus. Puis les équipements sont plutôt légers. Bien, des sentiers temporaires sont possibles aussi, là, de dire, bien, une fois, on passe une place, une autre fois, on fera des sentiers ailleurs, puis on reviendra plus tard leur faire là, puis d'alterner, ça, c'est plus facile, là. Fait que ça dépend de vos conditions de terrain, je vous dirais, là, surtout. Fait qu'on choisit notre variante d'éclaircie. Les variantes d'éclaircie, il y a la systématique, là, c'est le dessin, il ne représente pas bien là, dans ce cas-ci, là, mais ça serait des plantations, dire, ben, je ne sais pas moi, on coupe une rangée sur 4. On fait juste couper une rangée sur 4, puis on s'en va, on ne fait rien d'autre. Ça serait du systématique. D'éclaircie sélective, elle, on fait juste sélectionner des arbres par pied d'arbre, puis on essaie comme de ne pas faire de sentier. Fait que là, ça prend vraiment de la petite machinerie, puis il faut être très léger pour sortir les bois. C'est pas tout à fait facile. Quand on est plus mécanisé, là, au 21e siècle, c'est plus ça qu'on fait, là. On appelle ça la variante d'éclaircie mixte. Fait qu'on fait des sentiers, puis on éclaircit chaque bord du sentier. Dans l'éclaircie commerciale, on va parler de choisir la modalité, c'est-à-dire que est-ce qu'on coupe les arbres par le bas, c'est-à-dire couper les petits opprimés, là, les petits perdants, là. Tu sais, dans le fond, des fois, ils sont tous battus ensemble là, pour monter, puis il y en a des pas bons qui ont perdu la course, là. Ben là, on peut les enlever. Mais tu sais, souvent, ça n'a pas d'effet, ces arbres d'avenir. Ça ne les dégage pas vraiment ceux d'en haut. On n'augmente pas leur espace. Puis le défi, c'est de rentabiliser ça, hein, parce que ça fait tous des petits volumes avec des petits arbres. Puis évidemment, dans l'inéquoyenne, il ne faut pas faire ça, parce que dans l'inéquoyenne, c'est que nos arbres plus petits, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce qu'ils sont plus jeunes. Fait que là, c'est notre régénération les plus petits. Fait que là, on ne va pas faire ça dans l'inéquoyenne. On fait ça plus. Il faut le voir plus dans un cas comme des plantations, par exemple. Les arbres ont tous le même arbre. On fait des éclaircies par le haut. Hein, on va dire qu'on dégage les meilleurs arbres. C'est pas juste de récolter. C'est pas récolter les meilleurs arbres, c'est de dégager les meilleurs arbres. Puis souvent, ça finit avec quelque chose qui est semblable à l'éclaircie neutre. L'éclaircie neutre, elle fait un peu des deux. Puis la façon qu'on l'observe, l'éclaircie neutre, c'est que le diamètre avant coupe et après coupe, il est le même, le diamètre moyen des arbres. Fait qu'on fait un ratio des deux, ça fait 1. Hein? S'il y a 14 cm de diamètre moyen avant coupe, il y a 14 cm après coupe. 14 sur 14, ça fait 1. Puis, tandis que l'éclaircie par le haut, mais normalement, nos arbres,
Souvent, ça finit un peu semblable, là. Ça fait à peu près la même affaire. Fait que, je trouve, moi, en tout cas, je travaille plus dans le feuillu, c'est ce qu'on préconise. On essaie de choisir nos meilleurs arbres d'avenir, puis les dégager, les détourer. On leur fait de la place. Il faut aussi, quand on fait notre éclaircie, choisir notre taux de récolte ou de surface terre résiduelle, dire qu'est-ce qu'on veut laisser, qu'est-ce qu'on veut prélever. Puis là, il faut tout le temps s'ajuster selon le contexte. Là, si c'est un secteur qui est plus exposé au chablis, des fois, on va couper un peu moins fort. La réglementation, qu'est-ce qu'elle nous permet? Euh, pour les conifères et les plantations, l'idéal, c'est 25 à 35 de la surface terrière. C'est à peu près un tiers du volume, mettons, là. Un quart à un tiers. Mais ça a été proposé dans des contextes, beaucoup des études qui ont été faites dans les années 90, qu'on faisait de l'abattage manuel, puis qu'on sortait de la pitoune, on avait du 4 pieds. Aujourd'hui, pour être plus réaliste, il faut augmenter un peu le taux de prélèvement, là, puis avec la mécanisation, puis essayer d'avoir du 12 pieds, là. Dans ce contexte-là, 12 pieds, on ne sort pas à bras, là. Fait que, ça prend de la mécanisation. Puis là, si les sentiers, ils font 15-20 du prélèvement, mettons, en partant, là, juste pour des trails, on s'entend que ça n'éclaircit pas tout le peuplement, là. Ça éclaircit juste les arbres qui sont sur le bord de la trail. Fait qu'il faut aller chercher des arbres plus loin entre les trails aussi pour répartir notre effet d'éclaircie. Fait qu'on n'a pas le choix de rajouter au moins un autre 20 fait que ça finit qu'à la fin, on est plus dans le 35-40 de prélèvement. C'est plus ça là, qu'on va on va essayer de viser là, dans le contexte actuel pour être capable de répartir un peu cet effet-là de prélèvement un peu partout. Dans du feuillu, dans du jeune là, qui ont tout le même âge, ça, j'en ai des dispositifs là-dessus. On en a un, entre autres, à Windsor, en Estrie, là, c'est terrain de Domtar, là. On a des gros taux de prélèvement qu'on a essayé, puis ça fonctionne très bien, là. Les rendements sont très forts, là. Mais généralement, on peut faire du 35 à 45 de surface terrière, puis je vous dis qu'on pourrait même monter un peu plus haut là, quand c'est jeune, il n'y a pas de problème. La croissance est vraiment forte là-dedans, là. On va chercher un peu plus que 2 par année. Effectivement, pour le calculer, là, ça veut dire que si on récolte 45 en 20 ans, là, on va avoir reproduit un peu plus que 2 par année, on va avoir reproduit 40, on va avoir comblé notre 45 qu'on avait prélevé. Fait que c'est le temps que ça prend là, à se combler, fait que ça pousse fort. Si je le compare avec du feuillu inéquien, qui a des gros arbres matures, là, fait que tu as du merisier, du hêtre, des érables qui vont atteindre 50-60 cm au travers de plus petits. Là. Bon, généralement, là, on fait des coupes avec 15 à 45 de surface ou du volume. Là, on s'entend que 15 c'est plus dans le contexte acéricole. Là. Selon le nombre d'années à revenir pour les objectifs, là, il faut s'adapter en fonction de ça. Mais la croissance est plus proche de 1 par année. Fait que si j'ai prélevé 25 reconstituer ça, ça va prendre à peu près 25 ans, généralement. C'est l'ordre de grandeur qu'on se donne. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre les deux. C'est certain que des paquets de jeunes arbres, ça pousse plus vite, ça comble plus vite le trou, la mortalité est moins forte. Mais par contre, c'est du petit bois. Hein? Dans les jeunes, mon côté gauche, là, ça pousse vite, là, mais on coupe du 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces. T'sais. Côté droit, des fois, on coupe du 10 à 20 pouces. On va aller chercher du 24 à 30 à 50 cm. C'est un peu ça. Là. Fait que le taux de croissance est plus bas quand c'est vieux, mais on base des arbres plus gros. Quand on prépare de comment éclaircir, il faut préparer des directives de récolte. Fait que si c'est des cas assez complexes, nouveaux, du monde qui ne sont pas trop expérimentés, ça vaut la peine des fois de faire du martelage. Hein. Fait que c'est le marquage des arbres. On envoie un technicien, un marteleur certifié, aller peinturer les arbres à couper en premier. Puis pour gérer tous ces cas-là, quand il y a un mélange d'espèces, de dimensions d'arbres, d'état de santé, on a des classements, des critères visuels pour voir les défauts de ces arbres. C'est des cas plus simples, comme une éclaircie d'une plantation, puis avec des équipes qui sont habituées de le faire. Une directive opérationnelle peut suffire. Là. C'est pas long que tu formes quelqu'un, tu lui expliques, garde, tu me fais des sentiers espacés de tant de mètres, puis tu vas me chercher un arbre sur X, mettons un sur 4 entre les deux, puis réparti de telle façon. Tu mets une telle priorité. En priorité, tu me ramasses telle essence, ou les plus petits, les plus gros, les plus défectueux. Puis la personne le comprend assez vite, puis un bon opérateur va bien le faire assez rapidement. C'est ça. C'est toujours ajusté au contexte et aux objectifs. Là.
Des notions importantes, là, si on pense d'un couple partiel dans l'inéquienne, là, ça, j'ai travaillé un peu là-dessus, là, j'en parle, là. Tous les indicateurs importants de la vigueur des arbres, là, puis de leur santé. Le dépérissement du pied. Hein. Si vous voyez, là, il y a des branches qui sèchent, là, comme ça. Là. Ça, c'est le premier indicateur du risque de mortalité puis de baisse de croissance. Là. Après ça, ben, tous les risques évidents de rupture, là, comme un gros chanvre pourri de même avancé comme ça, on s'entend qu'il n'en manque pas gros pour casser. Là. Des champignons, des chancres, de la pourriture profonde visible, là, quand on voit vraiment une blessure que c'est pourri profonde. Puis n'oubliez pas que ces défauts se cumulent. Fait qu'un arbre, plus il y en a de ces défauts-là, ben, plus il est avancé. J'en ai glissé un mot tantôt, là, je le montre ma figure d'une application que j'avais faite. Là, le risque de chablis avec les gros arbres feuillus, là, la ligne noire pleine, c'est tout le risque de mortalité. En vertical, c'est la probabilité prédite de mortalité sur 10 ans en fonction du diamètre de l'arbre. Vous voyez là qu'il y a comme un plateau, là, 10, 20, 30, 40 cm. Oups, ça se met à monter 50, 60, 70. Là. Les probabilités se mettent à augmenter. Puis ce qui fait augmenter ça, c'est à cause de la catégorie d'en bas. Il y a deux autres lignes dans le bas. Là. La catégorie noire avec des points ronds noirs, là, c'est mort déraciné. C'est des arbres qui ont versé, qui ont été déracinés, qui ont eu un coup de vent. Mais le risque de tout ça, c'est lui qui fait augmenter le risque des gros arbres. C'est parce que c'est surtout des arbres-là qui tombent. C'est ce que je vous disais tantôt, là, je vous l'ai montré. Une autre notion importante qu'on peut avoir à mettre, c'est d'un couple partiel dans l'inéquienne, c'est une notion de diamètre de maturité financière. Là, c'est pour le bois d'œuvre. C'est vraiment pensé pour un contexte de bois d'œuvre. Je lui mets un exemple. On a calculé les épinettes, on a calculé pour toutes les essences à peu près du Québec. Là. C'est un diamètre à partir duquel les arbres ils perdent la valeur. Puis là, tu dis, pourquoi tu me dis ça, les arbres perdent la valeur? Oui, mais c'est parce que si tu as, dans le fond, là où je pointe, là, c'est le taux de rendement là, annuel sur 10 ans. Là. Ça dit que les épinettes, en moyenne au Québec, qui ont épinettes rouges, épinettes blanches, qui ont dans des coupes partielles, qu'on a laissé pousser, si on 36 cm au début, mettons que j'en ai 100 épinettes. Bon, j'ai 100 épinettes pareilles, là, qui ont 36, je les laisse pousser pendant 10 ans. Bien là, pendant ces 10 ans-là, il y en a peut-être 4-5 qui vont se dégrader. Il va apparaître des fentes, il va apparaître de la pourriture, il y a des pics qui vont se mettre à faire des trous là-dedans, puis là, ils vont se maganer, ils vont perdre du bois. J'en ai une autre gang, peut-être un autre 5-10 qui vont mourir. Ils vont verser, ils vont sécher, puis ben, toutes ces pertes de bois-là qui se dégradent et qui meurent sont rendues plus grandes que l'accroissement. C'est-à-dire que toutes les 90 autres qui restent, ils font un petit cerne autour. Là. Ben, tout le volume de cette cerne-là, il n'est pas suffisamment grand pour compenser toutes les autres pertes qu'il y a. C'est ça qu'on a calculé avec ces fameux diamètres à maturité financière-là. C'est de voir à partir de quand là, ça ne vaut plus vraiment la peine de laisser pousser nos arbres parce qu'on risque de perdre trop de bois. C'est sûr que vous êtes en forêt privée et que vous êtes capable d'intervenir à chaque 2-3 ans dans un coin puis de surveiller ça bien attentivement. Vous pouvez risquer de laisser pousser un petit peu plus vos arbres un peu plus longtemps que ce que j'ai sur mes courbes. Mais moi, j'ai calculé ça plus dans un contexte de forêt publique où que, ben là, on vient couper une fois, puis après ça, on attend 20-30 ans avant de revenir. Fait que là, on ne peut pas risquer autant de laisser pousser du beau gros bois qui est recherché par l'industrie. On veut que ça serve à créer des emplois et à créer de la valeur, de l'activité économique là, dans les régions. Là. Bon, j'approche de la fin, il faut que j'accélère. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. Comment éclaircir des coupes mécanisées l'aspect de la récolte? Ben, bon, je vous en ai glissé un mot tantôt. Là. Hein, pensez à laver la machinerie qui change de secteur, là, pour ne pas déplacer. J'ai parlé de vers de terre, les semences de plantes envahissantes. Ça, c'est une culture à développer. Là. C'est un peu nouveau, mais je sais que j'ai parlé à beaucoup de gens, même dans vos régions. L'automne dernier, j'étais allé sur une visite de terrain, puis les gens commençaient à en parler. Ça rentre dans la culture. Pas gêné par arrêter les opérations sur le terrain défense. Là. La compaction, là, ça peut déclencher le dépérissement des arbres. Hein. Vous savez probablement, là, des feuillus, en particulier des érables, là, quand ils se font défoncer près des racines, là, il y a des champignons qui existent naturellement dans le sol qu'on appelle comme de l'armillaire. Là, ils rentrent par là, puis ils se propagent, puis ils les font dépérir tranquillement pas vite. Puis, on le voit, des développements résidentiels, des fois, il y a un développement industriel, commercial, puis ils essaient de garder des arbres, ils ont construit des chemins, ils ont brisé des racines. Puis après ça, on voit tous les arbres dépérir dans les années suivantes, là, tranquillement pas vite. Là. Ça part du chemin, puis ça s'éloigne un peu, tranquillement pas vite. Autant que possible, d'essayer de laisser des branches en forêt, là, surtout des branches fines, là, 2 cm de diamètre, là. C'est les parties les plus concentrées en nutriments. Là. Puis on sait qu'on a des forêts qui ne sont pas très riches, là, fait que surtout pour le calcium, fait que pas gêné
d'en garder autant que possible. Je comprends que des fois, ça peut être intéressant pour récolter de la biomasse, mais si vous êtes capable autant que possible, les petites branches délaissées, là, à moins que vous ayez des sols vraiment riches, là, mais moi, je vous encourage à les laisser pour les garder des nutriments en forêt, puis les laisser pourrir là, puis ça va refaire de l'humus puis de la matière organique pour les arbres. Faire attention à la saison de récolte pour les blessures, hein, les périodes humides, là, le temps de la fonte de la neige, là, aujourd'hui, ça gelé un peu, mais des journées que ça vient doux un peu, puis le printemps, là, les arbres sont plus sensibles aux blessures là, qui sont faites à cette date-là. Là. L'écorce tient moins bien, puis la coloration, elle rentre plus dans l'arbre, puis la carie, là, elle se propage plus vite. Dans votre région, des fois, de surveiller le risque de la maladie du rond, hein, c'est une maladie qui a progressé du Mexique là, dans les États-Unis, puis qui s'est rendu dans le sud du Québec, là, déjà une quarantaine d'années, je pense, à quelques endroits. Ça, ben là, ça, c'est de voir vraiment avec vos équipes techniques, là, ingénieurs forestiers, techniciens forestiers, là, pour qu'ils vous aident là-dedans, là, parce que c'est une maladie qui se propage par les racines. Fait que puis c'est facile à se protéger. Idéalement, c'est de couper de décembre à mai, il n'y a pas de risque d'infection. Mais sinon, ben, c'est de traiter les souches immédiatement avec un produit. Là. Fait qu'on coupe la souche. Dès qu'on a battu l'arbre, on met le produit sur la souche. C'est des champignons qui vont rentrer dans la souche, qui vont empêcher la maladie du rond de s'installer puis de coloniser la souche. À ce moment-là, vous allez vous prévenir. Parce qu'une fois que vous êtes pogné avec ça dans votre forêt, là, ça reste là. Là. Vous allez être prêt avec ça. Puis les conifères sont très sensibles à ça. Là, puis ils appellent maladie du rond parce que ça rentre par une souche d'un arbre. Puis après ça, par les racines qui sont greffées ensemble, qui se touchent, ça se propage aux arbres voisins. Fait que là, la maladie a grossi comme un rond là, qui se propage. Mais ça c'est gérable. Il sera rentable d'éclaircir. J'arrive pas mal à la fin. Là. C'est assez complexe et dépendant de nombreux facteurs spécifiques à chaque opération. C'est bien dur pour ça, la rentabilité. Comme nous autres, comme chercheurs, là, d'analyser ça, d'évaluer ça, parce que les prix du marché, vous voyez, là, ça varie là, d'un mois à l'autre, puis d'un acheteur à l'autre, c'est variable. Toute la distance, puis le contexte d'opération est important. Les aides financières, il faut les rentrer dans l'équation. Puis, des fois aussi, c'est pas juste, on n'éclaircit pas juste pour faire de l'argent avec ça, on le fait parce qu'on en tire quelque chose. Des fois, c'est une occasion d'entrer des peuplements. Mettons, si on dit, ben, on aura besoin de chauler ou d'hommes-tard, eux autres, ils prennent des boues et des cendres avec ça, qui aident à améliorer la qualité de leur forêt. Puis en même temps, il faut qu'ils se débarrassent de ça, sinon il faudrait qu'ils payent pour de l'enfouissement. Fait que les autres, en faisant ça, ben, ils réduisent leurs coûts. Fait que ça devient intéressant d'investir dans les éclaircies, des choses comme ça. Il y a plein de facteurs comme ça qui sont importants à considérer, qui sont durs à analyser d'un point de vue financier. Mais j'ai mon collègue Lucas, là, que je vous disais, qui m'a donné un coup de pouce à la présentation, lui, il analyse ça en forêt publique. Là, puis entre autres, ce qui est présenté récemment, là, comme des forêts de pin gris, des stations moyennes là, ou fertiles. Scénario complet de plantation jusqu'à la coupe finale, si tu ajoutes des classes commerciales dans ton scénario, il dit ben, on augmente les coûts d'environ 4 du scénario, mais on augmente les revenus de 14 fait que, ça aide à aller chercher un peu plus de revenus par rapport aux coûts. Puis ça permet aussi, l'éclaircie, de devancer une partie des revenus. Ça te permet d'avoir des revenus aujourd'hui au lieu d'attendre pour les avoir dans 30-40 ans. Ça te permet d'en devancer une partie. Des fois, ça peut être intéressant pour ça aussi, une façon différente d'étaler les revenus dans le temps. Je conclus là-dessus qu'il y a beaucoup de changements en cours. On en a présenté quand même beaucoup au début. Les éclaircies et les coupes partielles, ben moi, je vois ça comme des outils pertinents pour aider à entretenir des forêts plus en santé. Vraiment le voir dans cette perspective-là, avec des arbres plus vigoureux, les aider à surmonter les perturbations. Ça ne fera pas des miracles sur tout, mais ça peut aider sur plusieurs facteurs. On les a vus ensemble tantôt. Des clés de succès, ben, c'est éclaircir le plus tard possible, mais sans trop attendre. Quand même être dans la plage, là, que les arbres peuvent bien réagir, puis qu'on a cette capacité-là de réagir, puis qu'ils ne sont pas rendus trop élancés, qui risquent d'être trop faibles, puis de verser. Surveiller les plantes envahissantes, hein, c'est beaucoup d'espèces exotiques non désirées. Ça, il y a comme le plus commun dans votre région, je pense, c'est le nerf brun. Il y a un excellent guide dans la gestion d'une approche qui a été produit dans votre région, là, fait que qui est disponible sur Internet. C'est le genre d'informations que vous pouvez aller chercher. Puis, il y a toute minimiser la compaction du sol puis les blessures aux arbres d'avenir. Puis, ben, c'est certain qu'à un moment donné, ça devient technique et complexe. Fait que d'être bien accompagné, là, il y a plusieurs détails techniques avec vos professionnels forestiers, techniciens forestiers dans votre région. Là, ça, je vous encourage à en profiter. Là. Il y a des programmes pour vous aider là-dedans. Je vous ai mis à la fin une liste de suggestions de lecture. Comme ça, vous pourrez retourner voir dans la présentation sur, sur la vidéo qui est enregistrée. Là. C'est des documents que j'ai référés, puis c'est tous des documents en français. Là, la plupart sont tous disponibles sur Internet là, que je vous ai mis.
J'aimerais voulu en savoir plus par rapport à des choses que j'ai présentées aujourd'hui. Puis, fait que c'est ça, j'ai fait pas mal de tours, puis je pense qu'on va aller en mode question, là. Ben, Monsieur Guillemette, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation très instructive. Je pense qu'il a couvert plusieurs des éléments qui sont importants là, pour les producteurs forestiers qui sont ici aujourd'hui. Je vous inviterai peut-être à garder votre présentation pas trop OK. loin parce que c'est pas impossible qu'il y ait des questions qui y réfèrent ou quoi que ce soit. Ça peut arriver des fois dans une période de questions quelque chose que vous voulez remontrer. Euh, on commence à avoir aussi là, des questions, je pense, dans le chat, Olivier. Oui. On commence à en avoir quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à lever la main, mettez vos questions dans le chat. On a du temps là, un peu pour prendre ces questions-là. Donc, Olivier, je te laisse voir là, si tu veux t'occuper de la première question ou comment tu veux qu'on fasse ça. Oui, je vais faire une entrée en matière pour la question qui est dans le chat. Donc, au niveau des opérations mécanisées, quelle serait la distance optimale entre les sentiers pour la machinerie forestière, là? Est-ce qu'il y a une distance entre les sentiers qui est optimale pour conserver bon, la régénération, le potentiel futur? Ben, généralement, on dirait que c'est le plus large possible, mais ce qui va nous limiter souvent, c'est les caractéristiques de la machinerie. Fait que là, c'est vraiment, ça vient lié avec quel type de machinerie on travaille. Il y a des machines, puis le type de forêt qu'on a, dans le fond, il faut que notre machinerie soit quand même capable de se rendre pour aller chercher au bout du baume, d'aller chercher les arbres et les ramener dans le sentier. C'est ça qui va être beaucoup le facteur limitant. Fait que, tu sais, moi, dans le feuillu, on essaie de travailler avec du 20-25 mètres quand on est capable, là, autant que possible. Des fois, on peut permettre quand même à la batteuse de, comme on dit en bon français, de détraquer, là, de sortir de son sentier principal, de rentrer entre les deux pour aller chercher un arbre, puis de le ramener vers le sentier de débardage, ou que le porteur, lui, il va rester, ou le débardeur va rester dans le sentier principal. Tu sais, il y a moyen de jouer là-dessus. Généralement, on essaie d'avoir au moins 20 mètres. Tu sais, dans le cas des plantations, parce que mes collègues me disent souvent comme une rangée sur 7. Fait que là, ça vous laisse 3 rangées de chaque bord pour aller travailler l'éclaircie. Puis on s'entend qu'il y a quand même beaucoup d'arbres. Hein, c'est assez serré. Fait que c'est pas tout le temps facile, la première éclaircie, d'aller chercher des arbres dans la deuxième, dans la troisième rangée, qu'il y a de chaque bord de la rangée qui est enlevée pour faire le sentier. Puis, fait que souvent, ça va être dans ces eaux-là, là. Mais je vous dirais que faut vraiment s'adapter au type de machine puis aux conditions de terrain qu'on a, là. Je ne sais pas si ça répond bien, là. Là, c'est plate, là. J'aurais aimé ça. J'arrive. OK, stop share. Je pense que j'ai trouvé le bouton, là. Bon. Là, C'est bon. je vois pas personne, là. C'est plate, là. C'est J'ai bon. l'impression de Parfait, c'est parler tout parfait. seul dans le bureau à Merci maison, beaucoup, là. Là, je vous vois, là. merci beaucoup de OK. votre réponse. Je pense que M. Roy, vous avez levé la main. Oui, j'ai levé la main, puis il va pouvoir me voir, là. Oh, oui, je vous vois, là. Dans le cas du longicorne brun de l'épinette, Oui, ce qui a été observé en Beauce, est-ce qu'il oui. y a une essence de prédilection? Par exemple, est-ce que c'est la blanche? Est-ce que c'est la rouge? C'est plus Est-ce la qu'il y a- rouge. C'est un peu plus la rouge qui est connue pour ça. Bon, Puis, mais ça peut être toutes les épinettes. Il peut s'attaquer à des épinettes saines, mais c'est pas sa préférence. C'est presque un insecte qu'on appelle secondaire. C'est-à-dire que l'arbre, il est presque mourant ou mort, puis que là, il arrive un longicorne qui vient toucher. Tu sais, comme le longicorne noir qu'on a vu, on a entendu parler, peut-être d'un grand feu qu'il y a eu en 2023 dans le Nord. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, là, tu sais, on entendait parler à quel point il y avait c'est pas long, hein, les grands feux de 2023, là, à Lebel-Ski-Villon, puis toutes ces places-là. Dans l'été, là, ça se mettait à sortir, puis ça grugeait ces larves-là, là, les arbres. Mais tu sais, on est le longe-gorge brun des pinettes, il ne fera pas des explosions de population aussi fortes que ça, premièrement. Il faut se rassurer, ce n'est pas aussi grave que ça. Mais c'est le genre d'insecte qui est comme secondaire. L'arbre est déjà mort, il est brûlé, puis là, il arrive un insecte qui vient le finir, là, autrement dit, une fois qu'il est mort. C'est plus ce genre d'insecte-là, mais oui, il peut s'attaquer des fois à des arbres vivants. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la fenêtre de l'insecte qui va s'attaquer à des arbres non vigoureux. Des arbres qui sont faibles, qui ne sont pas sur le bon site. Il faut vraiment le voir dans cette perspective-là, de garder nos épinettes en santé, ben, ça va nous aider à prévenir ça, mais il faut le voir sur 10, puis 20, puis 30 ans. C'est pas demain matin, là, l'hécatombe. On n'est pas dans une situation, ça n'a rien à voir avec la grille du frein. Hein, pour faire un parallèle, là,
Inquiétez-vous pas, là, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça va causer un peu plus de mortalité dans nos épinettes dans les prochaines décennies. On peut penser ça. Mais on a des moyens d'intervenir pour atténuer cet effet-là. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, merci bien. Merci beaucoup. Je pense, Olivier, on a une question de M. Larin avant de passer à celle de M. Prince. Oui, tout à fait. Donc, M. Larrey demande si les tables de diamètre maximal de rentabilité en fonction de différentes espèces, là, feuillues ou résineuses, sont disponibles sur le site du ministère. Oui, C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être partager par la suite, là. oui. Donc, C'est dans ma liste des suggestions de lecture. Je ne sais pas si je peux l'écrire. Tapez, regarde, je vais le faire en même temps que vous, en même temps, là, sur Google. Je prends Google, là. Tapez mon nom, là, François Guillemette. Mettez MRNF en premier, c'est ça qui est mieux. MRNF, François Guillemette. Mettez diamètre à maturité. Normalement, là, vous devriez pouf tomber dessus assez vite, là. Ouais, c'est comme le troisième là, qui sort. Diamètre à maturité pour les rabassés avec le boulot jaune. Il y a celui-là, j'en ai fait d'autres. Maturité financière. Ah, vous êtes mieux avec maturité financière. Ça serait ça de même. Depuis maturité. MRNF, François Guillemette, maturité financière. Vous allez tomber sur un mémoire de recherche que j'ai rédigé. Puis c'est tout en français. Puis maturité financière, revenu potentiel et vulnérabilité des essences. Puis là, vous allez avoir ça pour toutes les essences du Québec, ce qu'on a calculé. Il y a des différences régionales. Il faut prendre ça comme un guide. Hein? Ce n'est pas une règle absolue. Là, je ne suis pas monté en haut d'une montagne, puis on m'a écrit de quoi sur la pierre en disant que c'est ça. Là. Tu sais, ça donne un ordre de grandeur. On a calculé avec les paramètres, les données qu'on avait au niveau financier, puis avec les modèles, les données de croissance qu'on avait. Puis c'est ça. Il faut le prendre comme un ordre de grandeur, puis à adapter au cas par cas, puis à se servir de son jugement là, selon nos objectifs de production. Et évidemment, comme je dis toujours, c'est pas pour la sériculture qu'on a fait ça, c'est pour la production de bois d'œuvre, on s'entend. Là. C'est dans un contexte d'arbres qui sont choisis pour le bois d'œuvre. Vous pouvez aller là-dessus, vous allez tous les avoir. Puis si vous avez des questions, quelque chose, il y a moyen de me rejoindre. Là. Ça me fera parfait. plaisir. Ben, dans le chat, là, j'ai mis le lien pour la Parfait. page de plusieurs recherches là, que François a faites au courant des années. Puis, on pourra peut-être là, voir la bibliographie là, de la présentation pour la diffuser. Donc, c'est ça, peut-être qu'on pourrait passer à une question. Oui, M. Prince. Oui, bonjour François, merci pour la présentation, super intéressant. Tu te spécialises en feuillus, j'ai justement une question. Je débute moi dans le domaine, j'ai sur la terre que l'on vient d'acheter il n'y a pas longtemps, un secteur en érablière, des belles érables, je dirais au-delà de 80 ans, moyennement, une moyenne densité, donc, mais j'ai énormément de jeunes repousses. Quand je dis jeunes repousses, là, je sais pas, du 4 cm, tu sais, j'en ai énormément. Quand est-ce que je dois commencer à nettoyer ça? Est-ce que j'attends de voir lesquels sont les plus, qui ont le plus beau potentiel? Est-ce que ça prend un certain temps? Comment je dois, c'est quoi sur quoi devrait se baser ma décision pour commencer à nettoyer? Ouais. Mais c'est probablement vous avez un beau problème. Vous n'avez Oui, pas oui, vraiment de problème. Tu sais, c'est ça que je vous dirais là, à la base. Tu sais, là, après ça, l'enjeu de savoir si votre couvert est quand même ouvert, espacé, puis qu'il y a de la place au travers, bien là, il dans les l'est, oui. trous, vous pourriez choisir un meilleur, puis enlever quelques voisins pour y faire de la place, puis qu'ils grossissent plus vite, qu'ils montent. Parce que des fois, on voit ça. Des fois, il y a des érablières comme ça qui ont été perturbées pas mal dans le passé. Si vous dites au-dessus, vous avez des arbres qui ont peut-être 80 ans. Bon, ben, j'imagine, moi, qui ont peut-être, mettons, pas loin de 20 cm de diamètre, là, 8 pouces, là. Facilement. Oui, Hein, fait que là, ou même un peu plus gros. Puis au travers, vous avez des trous avec des petites. Bien là, ces petites-là, si vous voulez qu'ils arrivent plus vite, puis peut-être un jour, vous allez vouloir, mettons, faire de la production acéricole, puis vous voulez les entailler plus vite, bien, commencez à les dégager, à les détourer. Puis vous allez voir comment ça réagit. Allez-y graduellement. Puis des fois, on n'a pas besoin de les enlever toutes les concurrentes d'un coup. On enlève 2, 3, 4. On laisse un côté puis qui a une voisine. Puis on laisse aller. Vous allez voir, ça, ils referment les trous assez vite. Dans ces diamètres-là, là, si on a de l'espace à monter puis de la lumière au-dessus, là, vous allez rester surpris. Vous allez rapidement, en quelques années, dire eh ben, je vais en enlever encore d'autres, je vais en enlever encore d'autres parce que ça va aller vite. Puis là, ils vont pousser. Puis, vous parfait. allez gagner du temps avant de pouvoir les. Si votre but, c'est de les entailler, vous allez gagner du temps avant de pouvoir les entailler. Puis, Merci. ça vaut la peine.
Merci beaucoup. Peut-être, Olivier, je pense qu'on peut retourner au chat. On a une question de M. Rock-Côté. Oui, la question qui tue, les branches qu'on a laissées sur le parterre forestier après la coupe, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que un rentier qui a le temps, il pourrait aller broyer ses branches, là, puis est-ce que ça donnerait quelque chose de plus, là? Ben, moi, je ne l'ai jamais expérimenté, là, mais je vous dirais que je fais partie de ces forestiers-là qui n'ont pas peur de laisser des petites tiges, des petites branches pourrir en forêt, là. J'ai bien confiance que la nature va les ramener dans l'humus. Ça va se mélanger avec la couche de petite terre noire qui est dessus, là, qu'on appelle l'humus, là. Puis ça va donner des nutriments à nos arbres. Quant à. Moi, ce que je craignerais, je ne sais pas. Tu sais, je vois mon père derrière cette question-là, là. Mon père, je l'amène quand je vais dans le bois avec moi, là, on va dans le bois ensemble. Lui, quand il voit des branches d'affaires qui traînent à terre comme ça le dérange, hein. C'est visuel, c'est très esthétique, là. Mais c'est naturel. En tout cas, fait que ça fait partie de la nature qu'il y a des branches qui tombent au sol et qui se décomposent. Moi, je t'avoue, je ne mettrais pas d'énergie là-dessus. Là. Je regarderais pour faire d'autres choses dans ma forêt. Là. Un peu comme l'exemple de la question précédente, là, je n'ai pas retenu le nom du monsieur qui me l'a posé, là, mais des fois, si vous avez des secteurs que vous pouvez dégager des tiges, là, leur faire de la place pour qu'ils poussent plus vite, vous dites, hey, les autres, c'est des petites tiges, ils ont de la lumière, c'est tout serré, ils n'ont plus de place. J'en éclaircis quelques-unes. Moi, je mettrais plus mon énergie là-dessus, si je t'avoue, là. Puis, Merci beaucoup. Puis, donc, de la part de M. Lamontagne, Olivier, peut-être une autre question sur les possibilités de reprise de croissance et puis la croissance. Oui, M. Lamontagne, il y a un cas intéressant. Donc, je vais vraiment prendre le temps de le lire un peu, là. Donc, est-ce qu'un bel arbre de 6 pouces de diamètre qui est coincé dans un boisé avec d'autres arbres autour de très forte densité depuis une trentaine d'années pourra reprendre sa croissance après une éclaircie? Donc, l'exemple est peut-être un arbre de 6 pouces de diamètre. C'est sûr que c'est petit un peu, mais c'est ça. Donc, ah oui. oui, mais c'est une belle question. Mais les arbres, là, pour comprendre, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de tolérance à l'ombre. Tantôt, on parlait des érables, ils peuvent pousser un peu sous couvert des autres, ils tolèrent un certain ombrage. Un érable a une meilleure capacité de réagir à ça, surtout à ces diamètres-là, c'est pas très gros comme pour un érable, c'est encore petit, que si vous avez la même chose pour votre arbre, mettons que c'est un bouleau à papier. Hein, le bouleau blanc, là, le bouleau à papier, c'est une essence qui est intolérante à l'ombre. Fait que là, on a les intolérants, là, on pensait à les peupliers, le bouleau à papier. Eux autres, là, vous allez les dégager rendus là, puis probablement qu'ils ne réagiront pas. Ils partent très jeunes avec un certain niveau de croissance. Si tu leur donnes jeunes un bon rythme de croissance, ils sont capables de maintenir très longtemps dans leur vie. Mais s'ils ne réussissent pas à aller chercher une croissance rapide jeune, là, j'ai un de mes collègues, Christian Godbout, qui a travaillé beaucoup là-dessus, sur le boulot à papier, puis on pourrait regarder ça ensemble, vous envoyer des références. Là, parce que vous pouvez prendre le nom en note, là, Christian Godbout, MRNF. Là, il a pris sa retraite, mais il y a encore une page sur le site du ministère là, qui nous a montré comme le boulot à papier. Et ces essences-là, ils ne réagissent pas par la suite. Ils ne rattrapent pas. Les essences qui tolèrent l'ombre, fait que les plus tolérantes à l'ombre, on a évidemment le hêtre, hein, les rabat sucre, la pruche, le sapin. C'est les plus tolérants qu'on a au Québec, un petit peu l'épinette rouge. Les moins tolérants, ben, j'ai dit les peupliers, le bouleau à papier. Le bouleau jaune, il est entre les deux. Hein, fait que, il peut nous donner des bonnes réactions. Encore le bouleau jaune, c'est un semi-tolérant. Il est entre le bouleau à papier et l'érable à sucre. Je ne sais pas quelle essence vous avez en tête. Des fois, le cèdre, c'est tolérant à l'ombre. Bon, fait que ça va influencer beaucoup. L'autre facteur, pensez ce que je vous ai montré tantôt dans la présentation, la proportion de houppier, la proportion de houppier, là. Tu sais, l'arbre, là, la portion de. Regardez sa boule verte, là, si c'est un conifère ou un feuillu. C'est quoi la proportion de sa hauteur totale? S'il y a juste une petite top verte dans le haut, là, qui a moins d'un tiers, même moins d'un quart là, de sa hauteur totale, qui a du feuillage, là, sa capacité de réaction, elle ne sera pas forte. Vous n'avez pas grand chance qu'il donne quelque chose par la suite. S'il est tolérant à l'ombre, vous avez plus de chances que s'il est intolérant à l'ombre. Intolérant à l'ombre, ça veut dire qu'il faut qu'il soit vraiment tout le temps en plein soleil, comme le boulot à papier. Vous n'avez pas grand chance dans ce cas-là. S'il y a beaucoup plus même s'il est tout coincé depuis longtemps, mais qu'il y a encore une bonne cime verte, là, il y a encore, mettons, un 40-50% de sa hauteur qui est verte, là,
ouvrez-le, puis il y a des bonnes chances qu'il décolle. Surtout si c'est intolérant, là. Comme je vous ai dit, là, on a parlé de hêtre, érable, un peu le bouleau jaune, il y a entre les deux, sapin, épinette rouge, pruche, tuya. Normalement, là, ça, on a vu, là, il y a des codes documentés en masse, là, il y a des données là-dessus qu'on voit là, vraiment sur les cernes des gens qui ont pris des rondelles, là, puis tu vois vraiment, ils décollent, là, qui partent. Là. Ils ont poussé serré pendant longtemps, puis après ça, ils décollent. Là. C'est bien documenté. Là. Bien, merci beaucoup, M. Lamontagne, pour votre question, M. Guillemette, pour la réponse. Pour l'instant, il n'y a pas de main levée, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, simplement vous donner une chance là, d'intervenir si vous étiez un peu gêné là, de poser votre question à date. Donc, autrement, je vais passer la parole à Olivier. Voir s'il y avait d'autres questions de ton côté. Ben, moi, j'aurais une question qui est parallèle à ce qu'on vient de parler un peu. Tantôt, tu as mentionné le terme détourage. Ouais. Et c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, là? Est-ce que c'est une technique qui est faite, qui est utilisée? Puis, est-ce que c'est peut-être une avenue pour augmenter la qualité de nos arbres feuillus là, qu'on envoie à l'usine, supposons? Ben, ça, déjà, si on parle de qualité pour les feuillus, il faut avoir en tête qu'il y a des essences qui sont, comme le bouleau jaune, qui sont semi-tolérantes, intolérantes à l'ombre, là, qu'ils ont tendance à, si on des branches toutes d'un bord, vous allez le voir, le cœur va être décentré. Là. Ils vont pousser du bord qui ont des grosses branches. Fait que si en jeune âge, on les détourne pour qu'il y ait des grosses branches tout le tour, ben, le cœur va être plus centré. Un cœur centré, ça prend ça pour faire du déroulage. Fait que déjà là, on peut aller chercher une meilleure qualité de billes si on a un arbre qui a poussé plus mieux équilibré, là, une cime plus balancée. Puis en même temps, ça fait des arbres qui vont être moins à risque pour le chablis parce que quand ils vont avoir du poids de neige dans les branches, tout ça, puis ils vont pogner dans le vent, ben, il va y avoir des branches tout le tour du tronc. Fait que ça va aider à se balancer. C'est juste de la physique, c'est de la mécanique tout simplement. Hein. Puis, fait que nous autres, moi, j'ai des dispositifs où on a expérimenté. Là, on fait des détourages comme ça dans du bouleau jaune, de l'érable à sucre, du bouleau à papier, qui ont 10 ans. Fait que là, c'est des petites gaules là, qui ont à peu près, des fois, 4 cm de diamètre. On a fait quand ils ont 20 ans, là, ils ont plus proche de 6 cm peut-être, des fois 8 de diamètre. Puis on a fait dans du 30 ans qui ont du 12-14 cm. Puis même des fois du 16, on est allé dans des secteurs, c'est certain que des fois en forêt publique, il y a des secteurs qu'on n'était pas capable de sortir les bois pour les amener à l'usine de pâte. C'était trop loin, les chemins n'étaient pas de bonne qualité. Puis il y avait des programmes d'investissement, là, comme au début des années 2010, qu'on a fait, là, on a même à 18 cm, qu'on détourait comme ça. Là. Ça donne tous des très bons résultats. Je n'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement, de publier ça. Je suis un peu débordé avec d'autres dossiers, mais c'est sur ma liste de choses à faire. Là. Mais ces arbres-là, ils gagnent, le premier 5 ans, là, après coupe, ils font 2 cm de plus que les autres arbres. On garde toujours des témoins, hein, des arbres qu'on n'a pas dégagés, qu'on aurait pu dégager, mais qu'on n'a pas dégagés. Puis ils poussent plus vite. Là. Fait que, on peut vraiment aller gagner du diamètre avec ça. Puis ça permet de sélectionner nos meilleurs arbres. C'est certain que quelqu'un qui ferait tout ça en forêt privée, ben, normalement, rendu à ces diamètres-là, quand ça devient des gros, hein, à 16, 14, 16, là, on va chercher plus à essayer de faire du beau bois de chauffage avec ça. Là. Ça fait des belles petites billes. Là. Ça se fait en bien, puis c'est propre. c'est vraiment le fun à faire. Là. Puis souvent, les opérations de ça, les entrepreneurs qui en font là, en forêt publique, ils aiment ça faire ça au printemps. Les SDATI, là, ils finissent les travaux SDATI, ils font ça, ça croûte l'hiver, ça neige, c'est encore mieux. Là. Quand il y a une bonne. Cet hiver, on n'a pas une bonne croûte, là, je ne sais pas dans votre coin, mais nous autres, à la région de Québec, c'était pourri, là, ça n'a jamais croûté. Là. Mais quand tu as une bonne croûte qui se forme l'hiver, ben, tu coupes ça, tu le bats haut, puis il rentre dans la neige. Là, tu le descends comme ça, bien droit. Tu donnes des trétis, tu te descends dans la neige. Puis là, après ça, tu as tes billes qui sont piquées debout là. Puis là, ben, tu peux partir avec ou les laisser là puis les ramasser plus tard au printemps, si tu veux. Mais au moins, tu n'as pas à coucher ton arbre quand tu fais ton abattage. Tu sais, fait que c'est plus facile. Ça fait du beau petit bois de chauffage. Puis on les détourne, puis on les stimule pour qu'ils poussent plus vite. Puis on choisit nos meilleurs arbres. La seule affaire que j'ai eu des fois avec ce problème-là, dans le bouleau jaune, il y a quelques secteurs, entre autres, dans Port-Neuf, on a une montagne, une place, là, le Port-Épic.
Il est débarqué dans ce coin-là, puis il les aimait, ces arbres-là qu'on a dégagés. Il mangeait des pieds. Fait que là, c'est ça à surveiller des fois. Alors, on a déjà eu un secteur, là, je ne peux pas vous l'expliquer plus que ça, pourquoi, là, mais on a remarqué ça dans un secteur. Il aimait bien gros ces secteurs-là pour aller manger. Gruger l'écorce sur les pieds des arbres. Là, ben, éventuellement, il nous tue des arbres. On avait eu beaucoup de dommages pour ça. Mais les autres secteurs que j'en ai fait, ça a toujours eu des bons résultats. Merci, vous avez parlé de l'hiver. Justement, on a une question de Paul en lien avec ce qui est possible de faire l'hiver ou non. Donc, peut-être, Olivier, je te laisserai clarifier la question. Oui. Au niveau des espèces exotiques envahissantes, en ce qui concerne le lavage de la machinerie, avant de déménager un site qui n'en aurait pas, est-ce que c'est faisable de le faire l'hiver? Puis au niveau est-ce que c'est réaliste d'avoir des équipes qui peuvent nettoyer la machinerie durant l'hiver? Ouais, c'est une bonne question, ça. Je vais vous avouer que je n'ai pas toute la réponse à ça. Mais je suis pas mal certain que, au bout de mon expérience des entrepreneurs forestiers que je connais, là, si on leur demande, ils vont trouver la solution. Parce qu'ils vont mettre du lave-glace dans leur eau, quelque chose comme ça, puis ils vont s'organiser parce que c'est des gens qui sont bien débrouillards. Hein. Tu peux pas. En tout cas, moi, j'en ai dans ma famille là, qui ont de la machinerie, puis là, il y en a qui ont pris leur retraite là-dedans, là, mais c'est du monde débrouillard. Tu ne peux pas faire ces jobs-là puis sans être débrouillard. Il faut que tu trouves des solutions à plein de problèmes que tu rencontres tout le temps avec ta machinerie. Puis, fait que je pense que ça fait partie des choses qu'on peut trouver des solutions. C'est certain que l'hiver, c'est peut-être moins critique aussi. S'il y a un bon couvert de neige, là, peut-être que le lavage de machinerie puis que ça n'a pas trop défoncé, c'est peut-être pas là que c'est le plus critique. Mais en même temps, je pense qu'il va falloir trouver des solutions à ça. Il faudrait aller voir du côté américain, peut-être fouiller sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de. L'idée de laver les machines, là, je ne l'ai pas inventée, moi, là. Puis c'est déjà préconisé à bien des endroits aux États-Unis. Puis il faudrait que je parle à quelques personnes qui m'en ont parlé l'automne dernier, là, justement dans le sud du Québec. J'ai fait une visite de terrain, là. On était en Estrie, puis il y avait du monde là-bas qui en parlait. C'était leur pratique, là, c'était leurs exigences. Oui, il y a une sensibilité déjà en Estrie Ouais. parce que le nerf brun est là depuis longtemps. Dans le guide sur le nerf brun, c'est mentionné, mais est-ce que ça se fait, est-ce qu'on peut le faire tout le temps? C'est peut-être pas le cas, là, mais c'est quelque chose qu'il faut sûrement se poser la question, là. Ouais. Mais, tu sais, j'imagine qu'il n'y a pas moyen de le faire plus souvent. En tout cas, peut-être pas 100% du temps l'hiver, là, peut-être pas quand il fait moins 25, là, mais quand il fait moins 5, moins 10, là, avec un peu de la glace dans de l'eau, là. En tout cas, moi, je l'explorerais. Si j'avais de la machinerie, puis on me lançait là-dessus. Là. Je ne peux pas croire que ça ne se règle pas, ça. Merci. Monsieur Prince, qui a la main levée. Oui, ça m'a fait penser. Question sur les saisons. Première priorité de mon plan d'aménagement, c'est justement un éclairci de plantation d'épinettes rouges qui OK? aurait dû être fait depuis des années. Euh, Puis mon entrepreneur va faire ça au mois de mai. Mais je me demandais est-ce qu'il y a des mauvais côtés à faire ça au printemps, en été comme ça, sur justement les risques de maladie ou de briser des racines, quoi que ce soit. Est-ce que c'est moins conseillé qu'en hiver? Bien, ça va vraiment beaucoup dépendre. C'est vrai que le mois de mai, c'est plus sensible, mais puis c'est pas commun, on n'en fait pas beaucoup d'opérations. Nous autres, moi, je suis plus dans le feuillu, là, dans le feuillu. Dans le résineux, c'est plus facile. Souvent, c'est là que les gens opèrent à cette période-là de l'année. C'est beaucoup dans la qualité de l'opérateur, sa capacité à manier sa machinerie, puis de travailler pour faire le minimum de blessures. Parce que les blessures portées pendant la saison, où la sève monte, là, ils vont faire des dommages plus grands dans l'arbre. Mais je ne vous dis pas de ne pas le faire. Peut-être essayer de voir avec ces gens-là s'ils en ont fait d'autres ailleurs, puis voir quel genre de qualité d'opération ils sont capables de faire. Vous avez des références de d'autres propriétaires, Oui, peut-être oui, de vous vraiment très renseigner. bonne référence. Ouais, Puis petite machinerie, puis oui. c'est ça, la petite machinerie, parce que nous autres, en mai dernier, un de nos dispositifs de recherche dans Port-Neuf, il a été fait avec de la petite machinerie dans des peuplements feuillus de l'érablière. Puis les gens qui étaient là, c'était un terrain, probablement l'humidité du terrain va être importante. Si vous avez un Ouais. terrain qui est tendance à être humide, ben là, au printemps, c'est humide. Fait que le sol est humide. Même si des fois, la litière, les feuilles en surface viennent secs parce que là, il arrête de mouiller, il fait soleil, puis le soleil rentre, mais en profondeur, il y a de l'eau dans le sol. Fait que ça, c'est l'aspect à surveiller. Mais si vous avez un terrain qui est assez sec, qui est bien drainé, nous autres, le dispositif dont je vous parle, là, moi, j'étais agréablement surpris. Là. C'était dans du feuillu en plus. Là. Ils ont fait une job numéro un là, avec de la petite machinerie, en coupe partielle en plein mois de mai. Presque pas de dommages.
Fait que, tu sais, c'est beaucoup la qualité de l'opérateur là, qui est importante là-dedans, je vous dirais. Parfait, merci. Merci beaucoup. Puis on n'a pas oublié Filion non plus, mais c'était une question un peu plus sur la logistique. Savoir la présentation, est-ce qu'elle va être déposée dans le chat? La présentation, tout ce qu'on a fait ce soir, éventuellement va être mis sur YouTube aussi. Donc ça va être disponible, y compris la présentation et les différentes diapositives. Je vais laisser le syndicat peut-être répondre à cette question-là sur la disponibilité de la présentation comme telle. Oui, ben ça reste à discuter avec M. Guillemette là, pour rendre un PDF disponible. Là. Donc, si c'est possible, on va vous le Oui, communiquer il éventuellement. n'y a pas de problème. C'est ça, ça ne sera pas nécessairement dans le chat comme tel, parce que vous avez beaucoup de diapositives, donc ça doit être assez lourd comme présentation. Donc, puis probablement là, que c'est quelque chose qui pourra être distribué par un autre canal ou rendu disponible, comme vous dites, en PDF, et qui de toute façon, la présentation intégralement va être disponible sur YouTube, et les liens vous seront communiqués, là, que vous puissiez l'avoir à nouveau, ou encore la partager avec vos collègues qui n'étaient pas nécessairement ici ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations avant qu'on conclue la rencontre? Non, il n'y a pas d'autres mains levées. Mais au nom du syndicat, il me fait plaisir, M. Guillemette, de vous remercier beaucoup pour votre présentation, votre disponibilité. C'est pas toujours évident là, pour les gens d'être là le soir aussi, de rester. Donc, on voit des gens qui commencent à remercier aussi dans le chat. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé votre science, votre expérience aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous le présentez, de manière technique, mais aussi avec des vulgarisations pour que les gens comprennent bien. Donc, moi-même, qui est un néophyte en la matière, j'ai bien compris votre présentation. Donc, merci beaucoup. Et donc, je vais donner la parole à votre président, M. André Roy, qui puisse lui aussi vous donner un mot de conclusion. M. Roy, la parole est à vous. Je ne répéterai pas tout ce que David vient de dire. Moi, j'ai trouvé la présentation très accessible. Et évidemment, vous êtes un chercheur, vous avez un langage de chercheur, mais il est extrêmement accessible. Et j'ai vu d'autres conférences, d'autres chercheurs qui l'étaient moins. Donc, félicitations pour ça. Merci. On voit que vous êtes issu d'un milieu rural, forestier, ça s'entend. Et donc, et j'aimerais remercier aussi les participants, ceux qui l'ont écouté. On est resté une soixantaine toute la présentation, c'est bon. Et moi, je remercie ceux qui vous ont écouté. C'est pour eux qu'on organise ce genre de soirée-là. Et donc, merci et au plaisir de vous revoir en d'autres circonstances. Bonsoir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Roy. Juste vous mentionner, M. Larrivé mentionne que la présentation va être sur YouTube, sur la chaîne du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec, et qu'il y aura également un lien dans l'infolettre pour que, en termes de communication, que vous puissiez y avoir accès. Donc, bien, au nom du syndicat, David Boudoil-Lefebvre, ça me fait vraiment plaisir d'avoir été là ce soir. J'ai appris beaucoup de choses moi-même de mon côté aussi, puis c'est toujours agréable de vous revoir, votre organisation, les efforts que vous faites pour vos membres. Puis je pense effectivement, j'ai été agréablement surpris du nombre de gens qui sont vraiment restés toute la présentation, y compris la période de questions. Donc, ça montre que le conférencier avait été bien choisi et dynamique, et que c'était une présentation qui a été intéressante. Et je suis certain qu'il y a d'autres questions qui vont être soulevées suite à ça. N'hésitez pas à communiquer là, avec le syndicat si vous avez d'autres questions ou interrogations. C'est pour moi le mot de la fin. Et ben, je suis très content d'avoir pu faciliter cette rencontre-là ce soir et d'avoir participé avec vous. Merci, bonne soirée.